Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'antenne de Fréquence ESJ pour une soirée exceptionnelle. Ce soir, nous recevons 7 des représentants des principaux partis politiques en France pour un grand débat de la jeunesse. C'est quasiment la première fois en France que l'on propose ce genre de format. À un an de l'élection présidentielle, on va donc débattre avec respectabilité, de manière démocratique, de la citoyenneté, de la sécurité, de la transition écologique, entre autres, évidemment, pendant plus de 2 heures. Avec Louis. Bonsoir Louis. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous les participants. Je tiens à remercier Augustin Kitry qui sont à la technique ainsi que Blandine et bienvenue pour ce débat et que le meilleur gagne comme on dit. Alors excusez-nous évidemment pour ces petits soucis de son et de micro indépendants de notre volonté, vous connaissez la formule. On va commencer par Quentin qui va se présenter et à tour de rôle vous allez chacune et chacun vous présenter pendant 1 minute. Quentin, c'est à toi. Bonsoir, merci de l'invitation, merci de l'accueil. Je m'appelle Quentin Auster, je suis directeur général adjoint de Nouvelle Énergie, le parti de David Lisnard. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Mazarine Albert et je suis étudiante en droit et je représente la France Insoumise. Bonsoir à tous, Hilaire Bouillet, j'ai 26 ans, je suis président de Génération Zemmour, le mouvement jeune du parti Reconquête. Merci beaucoup pour votre invitation. Marianne Floch, co-responsable nationale des jeunes écologistes et merci pour l'invitation. Bonsoir à tous, Jonathan Verbeeken, je représente ici, je porte la voix du Rassemblement national de la jeunesse. Bonsoir, et puis à l'opposé, Rémi Bousmar, président des jeunes socialistes depuis maintenant plus d'1 an. Bonsoir, merci pour l'organisation de ce débat. Je suis Louison Bastien, vice-président des Jeunes en Marche, mouvement de jeunesse affilié à Renaissance. Sans plus attendre et pour ne pas perdre de temps, je vous propose de passer sur le premier sujet, la sécurité dans l'espace public et même la sécurité en général, avec peut-être une première question. Le tirage au sort a donné Madame Marianne Floch pour commencer ce débat. On vous donnera ensuite les listes de passage. N'hésitez pas à interagir, bien évidemment toujours dans le respect, sans couper la parole. On compte sur votre civisme. Je vous propose d'aborder d'abord la question pour les jeunes étudiants, les travailleurs et notamment les femmes, la question de la sécurité, que ce soit dans l'espace public, dans les transports en commun, et notamment la lutte contre les VSS, les violences sexuelles sur la voie publique. Quelles mesures concrètes vous proposez pour renforcer la présence humaine et notamment la sécurité dans l'espace public? Marianne Floch, bonsoir. Bonsoir. Déjà, je voudrais regretter qu'on soit si peu de femmes pour parler de ce sujet parce que c'est vrai qu'on est seulement 2 et je trouve que dans l'espace politique, ce serait important qu'il y ait également la parité en termes de représentation pour parler des violences sexistes et sexuelles parce que rappelons-le, c'est quand même majoritairement des femmes, 91% pour ce qui est des victimes dans les transports, du coup des femmes qui sont victimes. Donc je rappelle, donc, en 2024, désolée, je reprends, désolée. En 2024, du coup, on avait un nombre donc, de plus de 3300 victimes du coup, dans les transports en commun. 91% donc, étaient des femmes. Et parmi les femmes victimes, 75% avaient moins de 30 ans. Et parmi elles encore, 36% étaient des mineurs. Je pense que c'est important de rappeler quand même qu'il y a vraiment une question de genre aussi dans ces violences. Et il y a une question de genre aussi pour la question de qui est auteur de ces violences. En effet, il y a une prédominance de violences masculines dans ces cas-là. En effet, 97% des auteurs de violences sexistes et sexuelles sont des hommes. Et le fait est que nous sommes dans une société patriarcale et que ça n'exempte pas les transports en commun. Tout le monde et toutes devraient avoir le droit de pouvoir prendre tout type de transport justement en sécurité. Et c'est pour ça qu'avec les jeunes écologistes et les écologistes, nous portons justement des mesures claires, que ce soit par rapport à la police de proximité, par rapport à la lutte contre les VSS, que ce soit justement sur la formation aussi dès l'école pour la question de ces violences, que ce soit avec la mise en place effective vraiment de l'EVARS, mais aussi autres mesures. Il n'y a pas non plus de solution magique, en vrai. Ce sera justement, comme je disais, la prévention aussi par rapport à l'alcoolisation, qui sont aussi des fois des facteurs aggravant justement de ces violences, ou encore la formation aussi des chauffeurs sur ces questions-là. Et également, c'est déjà mis en place dans certaines villes, les arrêts minutes qui permettent aussi à celles-ci de pouvoir se mettre plus rapidement en sécurité. Pour le Rassemblement national, Jonathan. Que dire de plus, je pense que là on sera tous d'accord là-dessus. Il y a un absolu besoin non seulement de prévention, de sensibilisation à la parole, que les femmes victimes de violences conjugales ou de toute violence qu'elle soit puissent s'exprimer, puis être recueillies en sécurité par des agents de la paix formés pour cela. Il faut aussi bien évidemment qu'il y ait une répression sévère des comportements inacceptables et ignobles que sont
le viol. Et moi, je pense, à titre personnel, qu'il faudrait aussi revoir la détention provisoire pour aller au-delà des 2 ans et demi actuellement possible, parce que nous avons des individus qui sortent au bout de 2 ans et demi alors que ce sont des violeurs, qui seront condamnés pour viol, et qui sortent parce que le système judiciaire est beaucoup trop lent, beaucoup trop laxiste. Il est évident que non seulement il faut des peines exemplaires, il faut une véritable révolution juridique pour que les peines soient proportionnées à cela, et que les violeurs, qu'ils soient étrangers ou français, soient mis en prison et ils restent le temps qu'il faut, et s'ils sont étrangers, qu'ils soient expulsés à la fin, et s'ils sont français, qu'ils y restent pour un très très long terme. Sur cette même question, Rémi, pour le Parti socialiste. Moi, je pense tout d'abord qu'en fait, il y a une question, et ça Marianne le disait très bien, qui concerne toute la société, qui dépasse largement l'enjeu des transports, parce qu'en effet, il y a des études très claires, et le Haut Conseil pour l'égalité a montré qu'il y a 100% des femmes qui ont déjà subi des agressions dans les transports. Donc c'est un sujet qui concerne toute la société, et pas juste les entreprises ou les institutions publiques qui vont gérer des transports en commun. Ça demande donc une prise de conscience dans l'entièreté de la société, de l'école, et tout au long de la vie, jusque l'entreprise, parce que on vit tous, les individus, et aussi souvent les hommes, qui peuvent commettre ce type d'agression dans des structures sociales dans lesquelles se reproduisent des schémas de domination. Et en premier lieu, c'est ces schémas de domination qu'il convient d'altérer, qu'il convient de supprimer, qu'il convient de faire disparaître. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur les transports, il y avait déjà des mesures qui ont été évoquées. Moi, je pense qu'il y a la question naturellement des effectifs, de la présence humaine. On constate par exemple que la droite a toujours une volonté de réduire les effectifs pour réduire les coûts, pour réduire la dépense publique, mais derrière produit plus d'insécurité. Et il faut le dire, il y a besoin de personnel dans nos rues, dans les espaces publics, dans nos transports, qui sont en capacité de prendre en charge les conflits, les médiations et de prévenir toute agression qui pourrait être faite sur des personnes. Et puis là, il y avait le représentant du Rassemblement national qui évoquait la question de la justice. Je pense que c'est important de l'évoquer, mais on aura là-dessus une grande différence. C'est que le problème, ce n'est pas tant celui de la détention provisoire comme c'était évoqué, mais c'est celui des moyens que la justice a pour pouvoir faire son travail. Des moyens, ça doit être pareil, des moyens humains. Des moyens qui permettent d'écouter, d'accompagner, d'entendre les victimes. Parce qu'on sait très bien que lorsqu'il y a des femmes qui sont victimes d'agression, souvent elles ne portent pas plainte. Pourquoi? Parce qu'elles sont dissuadées. Elles ont l'impression d'être face à un système qui ne les entendra pas, qui surtout ne pourra jamais régler les problèmes qu'elles rencontrent. Et donc ça, il ne faut réussir à le traiter par la formation des personnels de police, qui est aujourd'hui largement insuffisante, alors qu'en Espagne, le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez a mis au point un plan énorme et massif pour répondre à cet enjeu. Il faut former les personnes dans les tribunaux et réussir à faire en sorte qu'ils soient plus nombreux pour pouvoir traiter ces affaires. Et ces moyens dans la justice, il ne faut pas les mettre juste pour que les gens restent en détention provisoire. Il faut faire en sorte qu'il y ait des enquêtes. Parce que ce que les victimes souhaitent, c'est avoir des réponses. C'est pouvoir en fait comprendre ce qui s'est passé, c'est pouvoir avoir un verdict à la fin. Et ça, on ne peut le faire qu'avec des magistrats formés. Donc l'institution judiciaire, elle n'est pas laxiste, elle est en manque de moyens. Et j'ai bien peur qu'après le projet de loi qui sera porté par Gérald Darmanin, elle soit encore plus en souffrance, et donc il faudra aussi le combattre. Louison Bastien pour le groupe Renaissance. Je vous laisse répondre à cette question également. Je peux que partager quand on entend que c'est un problème sociétal bien plus global qu'uniquement la question sécuritaire. Ce sujet des violences sexistes et sexuelles, c'est le reflet de quelque chose de plus global dans la société, un rapport de domination qu'il faut évidemment combattre. Ça passe par l'éducation, ça passe par une évolution que l'État doit accompagner et doit impulser des rapports sociaux. Évidemment, et là j'élargis à la question de la sécurité, et sur ces sujets on entendra toujours des discours assez particuliers. D'un côté, la droite la plus extrême qui remet la faute de l'insécurité sur le sujet de l'immigration tous les jours sur les plateaux télé. Okay. De l'autre côté, des partis politiques qui nous disent tous les jours qu'il faut accompagner beaucoup plus, qu'il faut mettre du personnel sur le terrain, ce qui vient d'être dit. Nous, je pense que c'est ce qu'on porte depuis plusieurs années dans notre action gouvernementale. D'abord, accompagner beaucoup plus la prise en charge de plaintes. Et pour revenir sur le sujet des violences sexistes et sexuelles, on sait que c'est un problème très important. L'écoute, le dialogue, la prise en compte des plaintes. Et là-dessus, il faut encore faire beaucoup.
et on souhaite que ce soit le cas. Et de façon beaucoup plus globale, beaucoup plus de présence sur le terrain, dans les transports, de policiers sur le terrain. Ça tombe bien, depuis 2017, il y en a 20 000 en plus. Le budget de la justice a augmenté de 40%. Et donc, je pense que c'est une réponse très concrète qu'on doit continuer à accompagner, évidemment. Une réponse très concrète ces dernières années à cette question de l'insécurité. Merci Louison Bastien. Hilaire Bouillet, pour répondre à la même question. Oui, bien sûr. Je rebondis tout de suite sur cette histoire d'augmentation du budget de la justice. Malheureusement, on le voit, la justice ne va pas mieux. Vous êtes aux manettes depuis 10 ans, les macronistes, vous dépensez à tort et à travers, et donc vous pensez qu'en augmentant un budget, celui de la justice ici, de 40%, les choses vont mieux tout de suite. Malheureusement, ce n'est pas le cas, même si ça partait sûrement d'une très bonne intention. On parle de ce sujet de sécurité dans les transports, de sécurité des femmes dans les transports. Ça a été très bien rappelé par ma camarade écologiste. En effet, 91% des personnes agressées sont des femmes. Et j'aimerais aussi du coup parler de quelques autres chiffres. Dans les transports en commun en Île-de-France, les étrangers représentent 91% des mises en cause pour vol. Pour les violences sexuelles dans les transports en Île-de-France, on est à 60%. Donc je ne vais pas faire tout le débat évidemment sur l'immigration. Vous vous en doutez, j'appartiens au parti Reconquête et on est un parti qui lutte contre l'immigration de masse qui subsiste en France. Et je ne dis pas que l'immigration est le problème principal de la France, mais je dis que l'immigration aggrave tous les autres problèmes. Alors oui, effectivement, les violeurs étrangers, on les met en prison, ça effectivement tout le monde est d'accord là-dessus, mais à la fin de leur peine de prison, oui, nous demandons leur expulsion. Pour que les Français soient plus en sécurité, nous demandons effectivement l'application réelle, ce qui n'a jamais été mis en place par tous les ministres de l'Intérieur successifs depuis 10, 15, 20 ans, des obligations de quitter le territoire français. Nous souhaitons la création de 100 000 places de prison en France. Nous souhaitons voir du bleu sur le terrain, voir des personnels en uniforme formés, mais que ce soit tout aussi bien pour répondre justement à des femmes qui viennent porter plainte pour viol, pour qu'elles puissent être écoutées correctement, accompagnées, qu'il puisse y avoir une enquête. Ça, là-dessus, je pense que c'est difficile d'être en désaccord avec tout ce qui a pu être dit là-dessus, mais il n'y a pas que les viols dans l'insécurité, il y a l'insécurité du quotidien, il y a le nombre de personnes agressées au couteau tous les jours en France, et que ce soit par des étrangers ou non, je vous rassure là-dessus, pas de discrimination, mais donc avoir du bleu sur le terrain, avoir plus de policiers, avoir des policiers formés, avoir plus de moyens pour la justice et des moyens bien utilisés pour que les criminels, les délinquants finissent à leur place en prison ou s'ils sont étrangers dans l'avion. Mazarine pour la France Insoumise, je t'en prie. Oui, je vais me permettre de répondre immédiatement parce que le racisme crasse question de vos propos. Quel rapport avec le racisme? Laissez-moi terminer, c'est des s'il vous chiffres du plaît. ministère de l'Intérieur. Non, je ne me fais pas traiter de raciste. Donc non, là c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Donc oui, non, je ne me fais pas traiter de raciste. Sinon je porte plainte après le débat. Avec grand plaisir. Avant toute chose, je pense qu'il est utile de revenir sur le fait que les problèmes de sécurité que nous connaissons actuellement en France sont surtout et avant tout la conséquence du désengagement de l'État. Un désengagement qui a été initié depuis 2007 avec Nicolas Sarkozy, la suppression de la police de proximité et près de 10 000 postes de policiers. Donc tout cela, c'est aussi la résultante de budgets austéritaires, de coupes budgétaires qui vont venir réduire les effectifs humains, qu'il s'agisse de médiateurs, d'agents de quai, ou nous, en tout cas la France Insoumise, nous nous battons pour la réouverture des guichets physiques et pour une police de proximité véritablement formée. Et en fait, nous pensons qu'à l'heure actuelle, la seule solution contre cette insécurité ou en tout cas ces violences sexistes et sexuelles passe par la formation et par la formation des agents. Et seule celle-ci sera, même nous le pensons, de résoudre le problème. Évidemment, les moyens dans la justice à terme doivent aussi être mis en œuvre. Et enfin, pour conclure sur cette question, avant d'aborder une autre question et de laisser vivre le débat finalement, Quentin Auster pour Nouvelle Énergie. Alors, c'est pas évident de passer après tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de points très différents qui ont été abordés sur le sujet, et c'est un sujet très complexe et qui ne concerne pas que les violences sexistes et sexuelles. Et d'ailleurs, je ne voudrais pas essentialiser les personnes qui peuvent parler de ce sujet. C'est pas parce qu'on est homme et que c'est un sujet qui concerne essentiellement les femmes que les hommes n'ont pas le droit d'en parler. Tout le monde a le droit d'en parler. Voilà, on n'est pas par nature coupable quand on est un homme. Ensuite, donc, voilà, il y a le sujet des VSS, comme vous dites, mais il y a aussi le sujet de l'ensauvagement de la société au sens plus large, qui dépend, il est vrai, en grande partie de l'immigration. Tous les chiffres le démontrent, et il n'y a aucune once de racisme. Mais les chiffres de l'immigration, quand vous voyez que des immigrés ne sont pas... que c'est à cause de l'immigration qu'il y a un ensauvagement, j'ai pas très bien compris. Il n'y a pas de corrélation directe, mais vous voyez bien que dans les quartiers où il y a plus d'immigrés que dans les quartiers où il y en a moins, il y a une corrélation entre le nombre d'immigrés et le taux de l'insécurité. Mais donc, voilà. Et alors, pour déconstruire aussi certaines choses que j'ai entendues,
on parlait de réduction des effectifs. Il est vrai qu'en 2007, après le début du quinquennat Nicolas Sarkozy, les effectifs de police notamment ont été réduits. Mais ce qu'il faut en fait pour réarmer l'État dans ses fonctions régaliennes, c'est désarmer, ça c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce et j'espère qu'on va avoir l'occasion d'en parler après, la bureaucratie et le modèle social qui bouffe des marges de manœuvre considérables et qui empêche d'avoir des effectifs et des moyens humains et financiers là où l'État est vraiment en manque, c'est-à-dire sur le régalien, la sécurité, la justice, le contrôle des frontières, etc. etc. Je termine dans un dernier chiffre. Quand vous voyez que sur 1000 euros d'argent public, il y en a 561 de mémoire qui sont dédiés au modèle social, c'est-à-dire la protection, la santé, les retraites, et que seulement 5 euros sont dédiés à la justice, qui est quand même la garante de l'ordre et de la cohésion dans la société, on voit qu'il y a un problème de priorisation des politiques publiques. Je vous propose de basculer à la deuxième question. Kitri, qui est à la régie, nous indique que c'est Louison Bastin qui a parlé le moins. Donc je vous propose d'introduire votre argumentaire pour la deuxième question. Loïc, je vous en prie. Oui, on parlait justement du sujet des titres de séjour, notamment Hilaire Bouillet. 385 000 en ont été délivrés en 2025. Que proposez-vous justement sur la question de la politique migratoire actuelle? Quelle est votre position là-dessus à chacune et chacun? Faut-il durcir ou non les conditions d'accès? Et quelle politique vis-à-vis des exécutions de QTF? D'abord, je me permettrai de répondre et de répondre aussi à la question parce que moi, je suis en profond désaccord quand, dans un thème où on parle de la sécurité, de l'action publique en matière de VSS, d'insécurité dans les transports ou de façon plus globale, on y intègre le thème de l'immigration. Pardon, mais les statistiques que vous donnez, c'est peut-être parce que aussi les immigrés qui arrivent dans le pays ou les immigrés qui habitent dans les quartiers que vous ciblez, c'est peut-être parce qu'ils sont pauvres et que l'insécurité arrive aussi par la pauvreté. Et c'est là qu'on comprend un peu plus quelque chose de presque philosophique sur l'insécurité et le fait de commettre des délits et des choses répréhensibles dans notre société. Moi, je pense en tout cas que c'est beaucoup plus la pauvreté qui amène cela que la couleur de peau ou la nationalité d'origine. En tout cas, rien ne prouve le contraire. Et donc, je dénonce aussi le fait, qu'on intègre une question sur l'immigration dans un thème sur la sécurité. Sur la pauvreté, donc, l'État a donc peut-être failli sur les conditions d'accès et sur l'intégration de ces gens-là. Ce serait évidemment nier qu'il n'y ait pas de pauvreté dans ce pays et qu'elle touche en priorité, évidemment, les populations immigrées. Je pense que l'État doit faire beaucoup plus et poursuivre quelque chose qui est initié aujourd'hui. Je pense que l'intégration, c'est le vrai sujet. Ce n'est pas la question de l'immigration, on doit parler d'intégration. L'intégration, ça passe déjà par le statut juridique. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on augmente de façon drastique le nombre d'OQTF, comme c'est proposé par certains partis, sans se rendre compte que le problème de la question des OQTF, c'est les relations avec les pays étrangers. C'est que quand on a des positions absolument honteuses sur certains pays, évidemment qu'il faut un double accord pour exécuter une OQTF et que ce sera très compliqué. Nous, on le pense que c'est au niveau européen qu'on sera capable de le faire. C'est au niveau européen qu'on est capable d'impulser une intégration, une coopération entre tous les pays, parce que le problème est évidemment beaucoup plus global. L'immigration ne s'arrêtera pas demain et ce serait se leurrer de demander des murs à toutes les frontières parce qu'on arrive vers une immigration qui est pour le coup climatique. Et donc pour finir et peut-être répondre encore un peu plus à la question, moi je pense que l'intégration passe par le travail, passe par l'apprentissage de la langue et pour cela il faut un accompagnement étatique des préfectures, des agents publics, mais aussi soutenir toutes les associations qui le permettent. Pour l'équilibre du temps de parole, c'est Marianne qui va prendre la parole désormais. Je suis navrée entre-temps, je ne suis pas sûre d'avoir exactement la question, mais je ne peux que aller dans le sens de mon camarade, dans le sens où aujourd'hui, on ne peut pas dire que la France accueille tout le monde et accueille bien quand on voit que ce soit la Manche ou la mer Méditerranée sont un cimetière à ciel ouvert, en fait. Quand on voit qu'à Calais, des personnes se voient éventrer leur tente, se voient tout simplement se faire tuer leur seule once de dignité qui leur reste suite à ce voyage difficile. Quand on voit encore que la façon pour devenir français est devenue encore plus difficile pour ce qui est du concours, par exemple, pour réussir au niveau de la langue française. En bref, on ne peut pas dire que la France accueille bien. On ne peut pas dire que la France fasse le nécessaire pour que ceux-ci soient intégrés, que ce soit sur les questions d'accès à l'emploi, d'accès
aussi l'école, parce que ça passe aussi par là. En effet, il y a des mineurs non accompagnés qui sont sur notre sol, et ces personnes-là ne sont pas accompagnées, au contraire, sont discriminées, sont amenées aussi à subir des tests, par exemple, osseux, qui sont totalement déconnectés de la réalité par rapport à ce qu'ils ont pu vivre et par rapport justement à la base qui est prise pour ces tests-ci. Heureusement, des associations comme par exemple Médecins sans frontières accompagnent justement, notamment sur le territoire français, ces jeunes pour qu'ils aient droit à un accompagnement et que ça ne s'arrête pas non plus qu'à leurs 18 ans. Parce qu'en effet, on reste précaire, on reste en situation de difficulté, au-delà aussi de sa majorité. Mazarine Albert, vous êtes ensuite, pour le temps de parole, celle qui a le moins parlé. Je vous propose de répondre à la question qu'on a posée sur la politique migratoire actuelle. Quel regard portez-vous sur cette politique? Que faut-il faire selon vous? Je vais rebondir et compléter parce que je peux caler dans ton sens en première intention. Déjà sur la question des OQTF, je pense qu'il faut qu'on soit très clair sur le fait qu'il s'agisse aussi de personnes qui vivent et étudient en France à l'heure actuelle, de personnes qui ont des amis, qui ont un cercle social et qui ont des perspectives, et de personnes qui peuvent apporter à la nation française à l'heure actuelle. Et de personnes qui, à l'heure actuelle, ne sont plus dans des situations dans lesquelles ils vont être régularisés dans des circonstances correctes, et ce, depuis l'arrivée au pouvoir de Bruno Retailleau et des circulaires abjectes qu'il a fait passer dans son ministère. Nous, à la France Insoumise, nous nous battons pour un accueil digne, ce qui passe par la réouverture de services publics de qualité, et seul cela nous permettra d'accueillir correctement les personnes qui, de toute façon, sont sur le territoire français à l'heure actuelle, et qui, en plus, compte tenu de la situation d'immigration climatique que nous allons connaître, doivent être accueillis dans des circonstances correctes. On ne peut pas se satisfaire à l'heure actuelle que dans une capitale comme Paris, on voit encore des gens dormir à la rue, dormir sous des tentes. On parle de familles entières, on parle d'enfants. Et dans ces circonstances-là, seul un accueil digne et seuls des services publics de qualité vont pouvoir pallier cette situation. Jonathan Verbaeken, vous êtes également celui qui a le moins parlé. Je vous propose de répondre à cette question. Concrètement, que propose le Rassemblement national face à cette politique migratoire? Face à la submersion migratoire, il faut arrêter. Il faut couper les flux, tous les flux. En fait, évidemment qu'il existe des situations individuelles et personnelles qui sont très complexes. Ça s'appelle le statut de réfugié, et c'est 10 000 par an. Ce n'est pas les 500 000 entrées légales qu'on se prend chaque année à cause des macronistes depuis 10 ans. Quand mon cher collègue évoquait la pauvreté, c'est faux. Ça, c'est un truc que vous va raconter pour vous rassurer, mais c'est complètement faux. Les départements les plus criminogènes ne sont pas les plus pauvres en France. C'est littéralement faux. Et ce, historiquement. La Seine-Saint-Denis, c'est pas pauvre? Enfin, pardon, la Seine-Saint-Denis, moi, je pense que c'est plus la pauvreté que chacun son tour. Bien sûr, je répondrai, mais... Je vous répondre, mais la Seine-Saint-Denis, statistiquement, oui, connaît beaucoup plus de pauvreté que d'autres. Mais les coins en Seine-Saint-Denis, vous prenez la Creuse ou d'autres, la Nièvre, qui sont des départements aussi extrêmement pauvres, extrêmement touchés par la pauvreté, ne sont pas des lieux extrêmement criminogènes. Il en existe. Il existe de la criminalité partout, qu'elle soit étrangère ou autochtone. Mais factuellement, cette criminalité n'est pas due exclusivement à la pauvreté. Est-ce qu'il y a un problème d'accueil d'intégration? Certainement. Mais ça, c'est de votre faute. Ça fait 10 ans que vous êtes au pouvoir. Et c'est pas un problème d'intégration, c'est un problème d'assimilation. Et encore, ça demande une volonté individuelle. Et une fois de plus, c'est une espèce de poncif de droite, mais concrètement, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Bon, c'était ce que disait Rocard, mais littéralement, c'est littéralement du bon sens. C'est ce que disait Rocard, mais c'est littéralement du bon sens. Et même s'il n'avait pas dit, c'est pas grave du tout. C'est littéralement factuel. Moi, j'aime bien tous ces partis au pouvoir qui nous disent il n'y a pas assez d'immigration. Il n'y a pas assez d'immigration. Je veux dire, on a eu 15 ans socialistes, 10 ans macronistes. Ils ont gouverné ensemble pendant quasiment ces 15 ans. Et ils nous expliquent. Ah, quand même, Macron n'était pas l'Élysée avec Emmanuel Macron? N'importe quoi. Non, mais nous sommes dans l'opposition. Nous sommes dans l'opposition depuis 2017. Je pense qu'il faut quand même avoir un minimum de décence dans les mots qu'on emploie. Et par ailleurs aussi, rappeler que les termes de submersion migratoire, etc., sont totalement mensongers. Et que lorsque on parle, par exemple, des départements qui sont les plus criminogènes, il faut aussi peut-être parler de quels crimes. Parce qu'en fait, tous les crimes ne sont pas les mêmes. Et donc, bien sûr, en fait, il faut aller voir dans le détail. Moi, ce que je trouve hallucinant, c'est de voir justement l'extrême droite, par exemple, toujours arriver avec des chiffres hyper simplistes, faire des corrélations qui, en fait, n'ont aucun sens dans la réalité et qui, surtout, ne répondent pas, comme c'était dit par mes camarades de gauche, à la réalité sociale. Et je terminerai juste en disant que si aujourd'hui, il y a autant
d'OQTF, c'est parce que ce sont autant de personnes à qui on a refusé un titre de séjour et à être régularisés en France. Ce sont des gens qui contribuent au pays et je peux vous dire qu'ils seraient bien mieux intégrés si ils avaient un titre de séjour. Donc en fait, en excluant les gens de la possibilité d'être régularisés, on les exclut de facto de la communauté nationale et en effet, on les met derrière la pauvreté et dans tout ce qui peut exister à côté et donc aussi bien sûr parfois la délinquance qui en découle parce que quand on n'a pas plus rien dans sa vie, et bah oui, forcément parfois ça nous arrive. C'est faux. Donc, bien sûr que non, les pauvres sont pas criminogènes par nature, c'est non, extraordinaire. Ces sensations de dire que quand on est pauvre, on commet des crimes, c'est délirant de dire ça, c'est littéralement faux. Mais il est une réalité que lorsque on est une personne étrangère qui arrive en France, qui se trouve en situation irrégulière et donc qui est dans une grande situation de pauvreté, et ben à un moment en fait c'est des personnes qui vont avoir des souffrances mentales, qui vont avoir des problèmes pour se nourrir et donc en fait bien sûr à un moment on ne peut pas vivre dignement dans cette société-là. C'est juste ça ce qu'il faut dire. Très rapidement Louison, puis ensuite Quentin et Léa. Excusez-moi, c'est littéralement faux. Quand vous êtes un étranger en France, vous avez littéralement accès à entre 700 et 1000 euros sur votre situation chaque mois. Ça c'est les demandeurs d'asile. Bah, c'était littéralement. Oui, d'accord. Combien de demandeurs d'asile actuellement? Combien? 150 000 chaque année. De nouveau en plus. Si, chaque année en plus. De nouveau. Louison. Oui, je voudrais répondre aussi, mais c'est complètement lunaire et une aberration. Moi, je pense que la pauvreté est beaucoup plus un facteur explicatif que la couleur de peau ou le pays d'origine. Et si c'est ce que vous expliquez, et pardon, mais laissez-moi terminer, et vous dites de fermer les vannes comme si c'était un robinet d'eau, pardon, mais l'immigration, c'est un sujet beaucoup plus global. L'immigration, il y en aura toujours, et il y en aura beaucoup plus à cause de l'immigration climatique. Il faut voir le programme, le problème, et ce sujet en face. Il faut le voir aussi en européen, et dans mon territoire, on parlait de Calais juste avant. Ça a été un vrai sujet parce que on parle de personnes qui, pour beaucoup, voulaient rejoindre l'Angleterre comme un Eldorado et qui ont transformé très malheureusement la mer Manche en un cimetière. Et ben, l'Europe doit agir en transformant, et ça a été le cas ces dernières années, et ça a été le cas, pas uniquement nous, mais les écolos ont contribué, le groupe de gauche aussi socialiste, le groupe de droite au Parlement européen, à un nouveau plan sur l'immigration, d'accompagnement, d'avoir Frontex comme de véritables garde-côtes. Pardon, mais il faut voir le sujet en face. L'immigration, il y en aura toujours. Il en faut plus. Et c'est pas le sujet. Et il y en aura plus. Il y en aura plus en Europe. Il faut le voir la problématique en face et peut-être parler d'accueil, d'assimilation et de travail sur ces sujets-là, plutôt que par dogmatisme dire que la sécurité et l'insécurité, c'est à cause de la couleur de peau. Le dogmatisme, c'est ce que tu dis depuis 30 ans, littéralement. Le sujet a été très bien amené par ma camarade jeune écolo. Effectivement, on accueille tous ces migrants dans de très mauvaises conditions, mais parce que la France n'a plus les moyens d'accueillir toutes ces personnes. La France n'a pas les moyens. Si, la France ne me regardez pas comme ça. La France est surendettée. On a plus 1000 milliards. C'est important, mais non, mais on a plus 1000 milliards. Une phrase. Il ne faut pas voir l'immigration comme un coût. Je le vois, et les Français. Dans l'histoire de France, beaucoup plus qu'elle a coûté. Je le vois aujourd'hui. Elle coûte aux Français. Aujourd'hui, elle coûte aux Français. Et les Français le voient. Les Français le voient dans leur fin de mois. Et les Français ne peuvent plus payer. La France ne peut plus payer. La France ne peut pas accueillir tous ces gens dans de bonnes conditions. Effectivement, c'est déplorable de voir ce qui se passe à Calais, de voir que la Méditerranée est devenue un cimetière à ciel ouvert, que la Manche est devenue un cimetière à ciel ouvert. Mais il y a une solution qui est très simple, c'est dire à tous ces gens, vous ne viendrez pas parce que vous ne serez pas régularisés. On va dans les pays d'origine et on fait de la communication. C'est très simple, on dit si vous venez, vous n'aurez rien, vous n'aurez pas 1 euro. Vous n'aurez pas 1 euro. Les rapports aujourd'hui sont quand même assez oui, parce que la France n'a pas de courage avec l'Algérie. Et c'est comme les OQTF. Quand on dit, quelqu'un qui représente la majorité présidentielle dit je ne veux pas augmenter le taux d'application des obligations de quitter le territoire français. Donc je ne veux pas augmenter le taux d'application de la loi française. Il y a une loi en France et on a des représentants. Vous savez comment on fait pour exécuter une OQTF? Ce qu'il faut demander. Ce qu'il faut demander, c'est-à-dire un laissez-passer diplomatique. Oui, très bien. Si le pays ne veut pas le donner, la personne ne peut pas. Eh bien, très bien. Du coup, il faut faire un bras de fer avec le pays. Il faut gagner. On reste la France. Il n'y a pas eu de bras de fer avec l'Algérie. C'était quoi le bras de fer avec l'Algérie? Il y a une soumission des macronistes. Non, mais c'était quoi le bras de fer? Non, mais c'était quoi le bras de fer avec l'Algérie? Non, mais il faut un peu de courage aussi. Enfin, je veux dire, on est quand même une grande puissance encore. Déplorables justement à cause de ce qu'ont fait les macronistes et à cause de ça il y a pas de laissez-passer consulaire. Donc en fait, tout ce que vous dites, c'est il faut mettre le feu à la diplomatie française. Comment ça mettre le feu? Se servir des outils diplomatiques, c'est pas mettre le feu? Se servir des outils diplomatiques, c'est pas mettre le feu? C'est quoi les outils diplomatiques que vous voulez utiliser pour contraindre les pays à envoyer des laissez-passer? En parlant de l'Algérie? De tous les pays. Non, mais là, vous m'avez lancé sur l'Algérie, on peut parler de l'Algérie sans problème. On peut interdire à tous leurs dignitaires de venir se faire soigner en France. On peut bloquer tous les fonds qu'ont ces dignitaires algériens, tous ces fonds qu'ils ont en France, tous leurs immeubles, on peut les bloquer, on peut saisir les avoirs, on peut
bloquer les transferts d'argent vers l'Algérie. Il y a des moyens, il faut juste s'en servir et avoir un peu de courage. On reste... Sans parler du Ils sont pas légaux par rapport à délire quoi? de l'aide au développement. Ils sont pas légaux par rapport à quoi? Les macronistes n'ont jamais touché le moins de centime. Et donc non, moi je veux juste que la loi soit appliquée Conclusion très rapide. et on ne peut pas accueillir toute cette immigration. Voilà, on le sait, on n'a pas les moyens. Tout le monde le sait, on est un des pays les plus endettés de l'Union européenne. On le sait, on n'a pas les moyens. Très bien, eh bien ne les accueillons pas et il n'y aura aucun problème. Pardon, je voudrais juste rajouter, mais je constate en 5 secondes que l'extrême droite est quand même beaucoup plus avenante nationale. pour l'extrême droite est beaucoup plus avenante pour geler les avoirs de l'Algérie que quand il s'agit de la situation russe. Quentin, Oui, vous avec le Parce Qatar. que c'est- ça va Quand rentrer ça- dans- Je suis ravi d'avoir la confirmation que Renaissance est un parti de gauche, ce qui était nié depuis un certain nombre d'années, mais je vois qu'il y a une alliance objective avec le PS. Et d'ailleurs, quand vous dites que le PS n'est pas au pouvoir depuis 2012, 2012-2017 c'est Emmanuel Macron, c'est François Hollande, et ensuite c'est Emmanuel Macron, et le macronisme perdure avec avec les alliances d'Olivier Faure qui permet au gouvernement successif, au nom de la stabilité gouvernementale mais pas la stabilité du pays, de perdurer jusqu'à aujourd'hui. Pour en revenir sur le sujet précis de l'immigration, là encore beaucoup de choses ont été dites. Sur les OQTF, je rejoins évidemment mon collègue de Reconquête. Il y a des évidences. Les OQTF, il faut les exécuter. Elles ne sont pas prononcées par... vous avez dit que c'était des circulaires abjects. Je vois pas ce qu'il y a d'abject. Je trouve que c'est au contraire faire preuve d'humanité. Parce Faire que vous pensez preuve que les gens d'humanité qui que de sont- laisser Non, mourir attendez, les gens. Laissez-moi terminer mon raisonnement. Non, mais pense c'est vous pas- qui vous lancez je- là-dessus, Je là. pense pas que les OQTF aujourd'hui en France meurent dans la rue. D'ailleurs, certains ont l'obligation d'être mariés par des maires, puisque la loi française impose aux maires de marier des gens Qu'est-ce que qui vous sont sous racontez? OQTF. Mais allez vérifier. Robert Ménard, notamment, a médiatisé ce cas de figure Le maire de dans, Béziers, pour dans rappel. sa mairie à Béziers, tout à fait. Et donc, les OQTF... Une il faut les obligation de mariage des personnes sous OQTF Ah, à mais l'heure vous irez actuelle en vérifier, France. mais je sais que ça peut surprendre, mais Ça vous irez n'existe vérifier. pas, ça Vous n'existe irez pas. vérifier. C'est vrai, Et ceux qui- Robert ceux Ménard qui nous regardent Robert Ménard a été contraint de Mais marier. Mais ça n'a rien à voir avec une Et- obligation de voilà, marier il se les trouve personnes que les sous OQTF. personnes, Ce que je même veux si dire. elles Ça, sont on parle de faire délivrées- respecter la loi. Les C'est personnes, vraiment ont le même droit si de elles se marier. sont délivrées une OQTF, restent des êtres humains. Et donc, oui, On n'a ils pas sont dit Et qu'il le fallait mariage les est un envoyer à droit. l'abattoir. Le mariage est un droit. fondamentaux en tant qu'êtres humains. Et donc, oui, ils ont le droit au mariage. On n'avait pas dit qu'il fallait les envoyer à l'abattoir, on a juste dit qu'il faut les renvoyer dans leur pays. Revenez sur le Parce sujet que- principal, s'il vous Ouais, plaît. ça n'a quand même pas- Parce qu'il y a des raisons pour lesquelles ces OQTF sont prononcés. Peut-être que c'est des fois, dans certains cas, c'est excessif, mais voilà. Donc j'en reviens au sujet initial. Nous, ce qu'on propose à Nouvelle Énergie, c'est de diviser par 8, au moins par 8, l'immigration légale. Pas une immigration zéro, comme certains peuvent le dire, parce que ça n'a pas de sens ni économiquement, ni philosophiquement de n'accueillir personne, mais au moins par 8. Pour une question là aussi de cohérence civilisationnelle, on en parlait tout à l'heure, et pour des questions d'insécurité qui sont générées par l'immigration. Et puis voilà ce que je peux vous dire. Et puis après, il faut aussi lutter contre l'immigration illégale, donc ça passe par l'exécution des OQTF, et les OQTF, on les exécute par le bras de fer diplomatique, on l'a évoqué, on actionne le levier de l'aide au développement. On n'est pas obligé de donner des millions à l'Algérie qui nous crache dessus et nous piétine à longueur d'année. Et par ces mesures de rétorsion toutes simples, eh bien, on engage un rapport de force diplomatique pour forcer les pays dont sont originaires ces ressortissants clandestins qui n'ont pas le droit d'être là pour qu'ils les accompagnent. Je vous propose de rester sur la dernière thématique de la sécurité et de parler du narcotrafic qui est encore en hausse en 2025. On a une augmentation de 8% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. On a l'usage également du cannabis et de détention qui est également en hausse. On a certains quartiers qui sont désormais gangrénés par le narcotrafic. Quelles mesures concrètes aujourd'hui vous préférez pour endiguer ce phénomène? Faut-il le dépénaliser? Comment redonner de l'autorité aux policiers qui ne sont plus toujours craints par rapport à ce sujet? Marianne Floch, on vous écoute. Nous, pour ce qui est des jeunes écologistes, on porte le fait de la légalisation justement notamment du cannabis pour pouvoir avoir justement plus de moyens, que ce soit sur la prévention ou sur le fait justement de pouvoir, en quelque sorte, faire en sorte que la plupart justement des trafics soient aussi réduits de par le fait qu'il y aura vraiment une offre légale qui existera pour les consommateurs, consommatrices, parce que le fait est que la France fait partie des plus gros consommateurs de cannabis. Voilà. Pour ce qui est autrement de la lutte contre le narcotrafic, alors nous, c'est un combat qui nous tient à cœur. On a notamment Amine Kassassi, donc, qui fait partie de nos rangs, qui a été notamment victime du narcotrafic avec ses deux frères donc, qui sont fait
tués justement par ces gangs. C'est au conseil municipal de Benoît Payan à Marseille. C'est ça maintenant qui a été élu et qui pour autant malheureusement ne peut pas forcément se rendre dans sa ville dû à la question des trafics qui sont trop importants. En tout cas, il est sous sûreté maximale. Donc c'est un sujet qu'on a à cœur et qui évidemment est majeur et qui touche notamment nos grandes villes, que ce soit Marseille, Grenoble ou encore Paris. Pour ça, la réponse, elle est claire, elle doit toucher notamment la question des consommateurs et comment faire en sorte que les consommateurs soient accompagnés, que ce soit sur la question justement de la régularisation du cannabis, mais aussi sur la question de l'attestation à tout simplement pas consommer avec des campagnes de prévention, parce que c'est notamment avec moins de consommateurs qu'on pourra aussi avoir moins de trafic. Et après, évidemment, la question de la justice, comment faire pour que la justice ait plus de moyens, comment faire pour que la police ait plus de moyens et soit à même de faire son travail. Et pour ça, tout simplement, c'est la question de l'argent et des priorités. Voilà. Merci beaucoup. Mazarine Elbert, quelle est votre position par rapport à cette dépénalisation ou non et la lutte contre le narcotrafic? Qu'en pensez-vous? Alors, il y a plusieurs questions dans une même question. Déjà, je pense que sur la question du traitement des addictions, parce que c'est cette question-là dont on parle quand on parle aussi du problème de la drogue à l'heure actuelle en France, il faut savoir qu'on est sur un problème de santé publique avant toute chose. Et qu'un problème de santé publique, ça se règle en ne le considérant pas comme des questions de trajectoire individuelle de la part des usagers de drogue à l'heure actuelle, mais bien comme des questions qui doivent être traitées à l'aide d'un personnel formé en addictologie, capable de repérer les comportements à risque, et ce, dès le plus jeune âge. On parle des établissements scolaires dès le secondaire, en fait. Et un personnel formé, c'est un personnel en capacité de transmettre les mesures de réduction des risques et de faire en sorte de lutter durablement contre ces addictions-là. Un second volet de votre question portait aussi sur le lien entre la population et la police. Si je ne me trompe pas, j'aimerais rappeler aussi que si nous considérons qu'il y a actuellement en France une crise profonde entre la police et le peuple français, parce que ça faisait partie de votre question, c'est bien parce qu'entre 2005 et 2025, au moins 650 personnes sont décédées au cours d'une mission de police. Ce chiffre est énorme et ce chiffre, il ne vient pas de nulle part. Il vient aussi du fait que les policiers soient actuellement dans une situation de quasi-impunité. On parle aussi de la loi permis de tuer qui a conduit au meurtre de Naël. On parle de policiers qui sont capables de tuer des citoyens en cas de refus d'obtempérer. Et on parle de... Je vous entends soupirer, mais en fait... Je respire un peu fort, c'est tout. Non, mais tout ça, c'est des chiffres. Nous avons... Je répondrai après. Je prends pas la mouche. Je prends pas la mouche, je remarque. Continuez. Donc nous, à la France Insoumise, là-dessus, nous avons une position qui est très claire. Nous pensons qu'il nous faut créer immédiatement une commission vérité et justice sur les violences policières qui ont entraîné la mort ou la mutilation de citoyens. Nous pensons également qu'une police de proximité doit être formée et porter pour cela à 2 ans la formation des élèves gardiens de la paix en révisant son contenu et en réouvrant des activités de police et en réouvrant des écoles nationales pour les activités de police. Rémi, sur cette question du narcotrafic justement. Tout d'abord, ça a été dit, la question du narcotrafic tel qu'on l'entend aujourd'hui dans les débats publics mêle 2 sujets. Le premier sujet, c'est celui qui a déjà été évoqué de la santé publique, de la consommation, de l'éducation et de la manière dont il faut réussir à prévenir l'addiction, les phénomènes de dépendance. Et ça, c'est quelque chose qui doit pouvoir se faire dès le plus jeune âge. Dans les écoles, par exemple, il est quand même insensé qu'aujourd'hui, il n'existe plus, que ce soit en primaire, au collège, au lycée, des consultations qui soient permises au sein des établissements pour pouvoir faire le point, pour pouvoir expliquer certaines choses, pour pouvoir aussi, juste quand on est jeune, faire attention à sa santé. Parce qu'on a parfois l'impression que c'est un problème, la santé, qui peut être relatif aux personnes qui sont parfois plus âgées, et non. Et donc, en fait, la question de la dépendance se gère aussi avec la question de la santé, et aussi parfois, en particulier, de la santé mentale. Le second point, le second sujet, c'est la question du crime organisé, qui n'est pas la même chose que la question justement de la consommation de drogue en France. Parce que aujourd'hui, ce qu'on appelle le narcotrafic, ce sont des réseaux qui sont armés, des réseaux qui sont implantés, des réseaux qui ont leurs transporteurs, leurs hangars. C'est une réelle économie parallèle qu'il convient de faire sauter et surtout réussir à endiguer sa propagation qui aujourd'hui, bien sûr, touche les grandes villes, touche les villes qui sont portuaires, mais aussi aujourd'hui nos villages et les villes moyennes. Et donc, pour réussir à lutter contre le crime organisé, il faut des moyens, encore une fois, pour la justice.
pour les enquêteurs. Nous, on s'est réjouis du fait qu'il y ait un parquet national anti-crime organisé qui soit né à la suite de nos interpellations. Ce parquet, aujourd'hui, il doit avoir les moyens de mener des enquêtes, il doit avoir les moyens d'aller chercher les têtes de réseau qui sont aussi parfois à l'étranger, ce qui demande une coopération diplomatique avec certains pays et non pas une confrontation. Et enfin, il faut réussir, bien sûr, à développer un système judiciaire qui puisse réinsérer les personnes qui sont parfois condamnées à 6 mois de prison parce qu'elles ont pu vendre quelques grammes de cannabis et qu'aujourd'hui sont envoyées en prison, et ce qui, derrière, les désinsère encore plus de la société et les renvoie vers le crime organisé, alors qu'il faut au contraire réussir à leur donner des opportunités dans la vie. Merci beaucoup. Jonathan Verbeken, quelle est votre position par rapport à ça? Écoutez, moi je trouve assez délirant, c'est on parle quand même du narcotrafic, et les réponses de la gauche généralement, et macroniste pris dedans, désolé pour la balle perdue, c'est il faut légaliser le cannabis et plus de laxisme dans la justice. Bon. On n'a jamais parlé de laxisme. En gros, c'est ça, mais c'est tout le problème. Non, mais en gros, c'est ça. Qu'on soit très clair, personne ne va en prison aujourd'hui en se prenant 6 mois. Il faut arrêter. Il faut se prendre minimum 2 à 3 ans de prison depuis les lois Dati et Taubira. Donc maintenant, il faut arrêter avec ce délire ambiant. La vérité, c'est que vous, trafiquez de la drogue à un petit ou à un haut niveau, vous ne risquez que très peu de choses en France, sauf si vous êtes une tête de réseau. Donc il faut que la répression existe de A à Z. Et la gauche a voulu nous répéter depuis 20 ans pour aller dans le sens de la légalisation du cannabis que la France est l'un des pays les plus répressifs du monde. Factuellement, la politique vraiment répressive contre la consommation de drogue et contre le trafic de drogue n'a jamais été mis en place, à aucun moment. Que ce soit sur les peines prononcées, que ce soit dans la recherche active, que ce soit dans la présence policière, etc. Oui, parfois on voit le ministère de l'Intérieur faire de la communication, c'est vrai. Et aller ici ou là, prendre quelques kilos. Ce n'est pas suffisant. C'est pas en faisant de la communication, ce que Philippe Retailleau pendant 1 an, en communiquant bien, mais en communiquant qu'on y arrive. Ce sont des sujets dangereux, très complexes. Nous sommes également favorables au parquet spécial de lutte contre le narcotrafic. Mais voyons à l'Assemblée ce qui s'est passé. Une fois de plus, pour le coup, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin nous ont amené un projet de loi gouvernemental de lutte contre le narcotrafic qui était extraordinaire, mais qui allait dans le bon sens. Et une fois encore, à l'Assemblée, on a eu la gauche qui a tout fait pour s'opposer systématiquement à la moindre avancée juridique sur le sujet. Donc moi, je ne comprends pas, c'est une question vraiment que je pose, mais sincèrement, pourquoi cet attachement à vouloir systématiquement défendre les criminels, à vouloir systématiquement pardonner les criminels, à vouloir systématiquement trouver des excuses à des gens qui peuvent avoir un parcours de vie très complexe, mais qui finalement provoquent non seulement le malheur autour d'eux, mais la mort. Parce qu'il faut savoir que le narcotrafic, c'est pas seulement la consommation et une tuerie personnelle pour son cerveau. Ce sont des organisations qui mènent à la mort de dizaines, de centaines, de milliers de personnes, que ce soit en France ou dans le monde entier. Donc il faut une tolérance absolument zéro sur ce sujet comme sur tant d'autres. Le temps file. Quentin et ensuite Louison, très rapidement s'il vous plaît sur le sujet, parce que vous êtes en avance un petit peu sur les temps de parole, très rapidement s'il vous plaît. La loi sur le narcotrafic qui a été adoptée l'an dernier, qui a été déposée en fait par Étienne Blanc, qui est sénateur Nouvelle Énergie, qui avait lui-même été interpellé par l'Association des maires de France et David Lisnard, et par les maires qui étaient en première ligne face au narcotrafic dans leur commune, va dans le bon sens. Effectivement, il y a donc le parquet spécialisé qui a été créé, il y a tout un tas de dispositions qui vont dans le bon sens, mais il faudra aller encore plus loin sur la confiscation des biens aux narcotrafiquants. Il faudra créer une coalition internationale pour lutter contre la source de l'émission des drogues, puisqu'il ne s'agit pas seulement de réprimer les consommateurs, et je pense qu'il faut vraiment assumer le volet répressif. La prévention c'est bien, mais il faut aussi condamner pour des enjeux de santé publique et puis des enjeux de sécurité que ça induit. Il faut condamner vraiment les consommateurs, et il faudra aussi agir à la source, puisque l'origine du narcotrafic, bien souvent, ça part d'Amérique latine, de Guyane, et donc il faut agir sur les deux volets. Louison, pour conclure sur cette question et la thématique de la sécurité. Bon, beaucoup de choses ont été dites, mais sur la question du trafic de drogue, c'est évidemment un sujet extrêmement important. Le cas et la situation de Mehdi Kessassi à Marseille, ça a été dit, l'incarne, je pense, parfaitement. On est dans une violence organisée par des grands réseaux criminels et non pas par quelques petits dealers de quartier. Et c'est contre cela qu'il faut lutter, contre le grand banditisme de la drogue qui sévit aujourd'hui en France et en Europe. Il faut le faire comme c'est le cas depuis plusieurs années, en harcelant les points de deal et surtout en faisant de grandes campagnes, de grandes opérations contre les réseaux et surtout en coopération avec différents pays. Dans ma région, à Lille, on est directement confronté avec des liens directs et des grands ports des Pays-Bas notamment. Et des opérations de police sont mises en place avec les polices belges et néerlandaises contre les têtes de pont de ces réseaux pour évidemment les mettre en prison, c'est la priorité. Et peut-être finir, et je crois que ça ne va pas décevoir mon j'allais dire camarade, mais non, mon opposant du Rassemblement National, encore moins, mon opposant
représente du Rassemblement national sur la question de la dépénalisation. Notre mouvement de jeunesse, des Jeunes en Marche, on est historiquement sur la question du cannabis. On considère qu'il faut totalement séparer la question des drogues dures qui cristallisent et qui dynamiquent, qui impulsent une vraie dynamique de ces réseaux, et séparer donc le cannabis qui, on parlait de santé publique tout à l'heure, montre que c'est beaucoup moins dangereux que la question de l'alcool qui est totalement légal dans notre pays. C'est pas être pour du côté des dealers de dire ça, bien au contraire, parce que l'État aura plus de moyens pour lutter contre les grands trafics et les isolera beaucoup plus. Je pense que c'est du bon sens, et le bon sens, ça vient depuis longtemps, n'a jamais été présent à l'extrême droite de ce pays. Encore moins au pouvoir depuis 10 ans. Marianne, juste très rapidement. Ouais, je voulais juste rajouter qu'on a quand même un grand oublié dans ce qu'on a parlé, c'est vraiment les enfants qui sont quand même les premières victimes de ces questions de trafic de drogue, parce qu'en effet, elles sont très vite amenées à devenir par exemple des guetteurs dans le trafic, et c'est vraiment les premières victimes collatérales de ceux-ci. Et c'est pour ça que nous porte vraiment la question du retour de la police de proximité, comme tu disais que Sarkozy a totalement cassé, et la question des médiateurs aussi, pouvoir vraiment les ramener aussi dans quelque chose de souhaitable pour eux, pour pas qu'ils soient amenés à rester toute leur vie non plus dans ce trafic, ou même qu'ils ne puissent pas malheureusement choisir leur avenir parce qu'ils seront morts avant. Merci à toutes et à tous pour cette première thématique. On va passer à la question du pouvoir d'achat avec Mazarine qui va débuter. Face à l'inflation, de nombreux jeunes diplômés jugent les salaires d'entrée trop bas. Comment comptez-vous inciter les entreprises à mieux rémunérer les premiers emplois et les alternances? C'est une question qui touche évidemment en premier lieu la jeunesse et elle est très inquiète. Mazarine. Oui, bien sûr. Alors, sur le pouvoir d'achat et sur le pouvoir d'achat au niveau de la jeunesse, je pense qu'il est capital d'avoir des emplois jeunes qui soient dans les collectivités locales et qui soient financés par les collectivités locales. Des emplois qui seraient d'une durée de 5 ans, qui permettraient aux jeunes de gagner en compétences et de rentrer sur le marché du travail en ayant des salaires qui soient décents. Et en fait, cette situation-là, elle nous permettrait à l'heure actuelle d'avoir des gens qui sont déjà formés, qui arrivent au sein de collectivités locales et qui apportent de leur expérience. Parce qu'en fait, un jeune qui arrive sur le marché de l'emploi, c'est aussi une chance pour une collectivité. Donc nous sommes favorables à ça. Voilà, c'est notre première solution, en tout cas, la France Insoumise. Hilaire Bouillet, sur ce sujet, s'il vous plaît. Sur le sujet pouvoir d'achat, c'est une des principales préoccupations des Français. Et j'aimerais d'abord rappeler que le pouvoir d'achat, ce n'est pas ce que l'État vous donne, mais c'est ce que l'État ne vous prend pas. Depuis 10, 15, 20 ans, que ce soit la gauche ou que ce soit le centre-gauche depuis ces dernières années, on a une politique du chèque à chaque fois. On a évidemment un pays très endetté, une dette qui est à 118% du PIB. On a 56% du PIB qui est en dépenses publiques et 45% du PIB qui est en prélèvements obligatoires. On a mis en place, on a réfléchi, on a travaillé quand la question du budget était à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale, un plan d'urgence avec Sarah Knafo pour faire des économies, 60 milliards d'économies rapidement. Là-dedans, on a le fait de réserver les prestations sociales non contributives aux Français pour économiser 15 à 20 milliards d'euros par an, supprimer l'aide au développement, où on envoie des centaines de millions d'euros à travers le monde, alors qu'en France, on court après un argent qu'on ne trouve pas. On souhaite aussi supprimer l'audiovisuel public pour économiser 4 milliards d'euros. On souhaite aussi supprimer des agences inutiles et inefficaces. Tout ça pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, en supprimant, en baissant la CSG sur les salaires modestes, du SMIC jusqu'à 2000 euros, en supprimant un impôt qui est la CVAE pour les entreprises. C'est un impôt qui accélère les délocalisations d'entreprises et donc les pertes d'emplois pour les Français, en exonérant de droits de succession 95% des Français, en mettant une franchise de 200 000 euros par enfant, donc ce qui toucherait 95% des Français, parce qu'on estime qu'une personne qui a travaillé toute sa vie et qui a mis de l'argent de côté, pour le dire très simplement, à sa mort, a le droit de pouvoir le transmettre, de pouvoir transmettre tout cela à ses enfants sans que ce soit encore une fois taxé. Et pour parler des jeunesses, rétablir l'exonération à 100% de charges pour les apprentis, pour favoriser une fois de plus l'apprentissage, les formations en alternance qui sont un très bon tremplin vers les premiers emplois pour les jeunes. Très bien. Mazarine, vous êtes un petit peu en retard sur les temps de parole. Je vous propose de prendre la parole en une petite phrase pour conclure, pour que tout le monde puisse être égalité après. Oui, très bien. Alors, je pense qu'il est aussi important de dire que tout ce travail-là doit être mené conjointement avec le Crous et avec les organisations syndicales. Donc nous, ce qu'on aimerait aussi, c'est mettre en place une aide conséquente pour la recherche du premier emploi. Parce qu'en fait, on a toute cette situation où, en sortie d'études, un jeune qui va rentrer sur le marché du travail va être en difficulté, il va se retrouver privé de revenus, souvent privé de sa bourse.
Et nous, dans cet intervalle-là, on pense qu'il faudrait mettre en place cette aide à la recherche du premier emploi. Marianne Floch, à votre tour de parler du pouvoir d'achat. On vous écoute. Alors déjà, moi je préférerais qu'on parle de pouvoir de vivre au-delà de pouvoir d'achat, parce que la question c'est pas tant justement le salaire ou quoi que ce soit, c'est vraiment le qu'est-ce qui nous reste finalement après notre logement, transport, énergie. Augmenter les salaires est crucial, mais améliorer vraiment le pouvoir de vivre nous semble essentiel. Pour ce qui est de la question de comment est-ce qu'on peut faire, déjà, je souscris évidemment à ce que dit la camarade de la France Insoumise, mais également renforcer la transparence salariale. En effet, beaucoup de jeunes acceptent souvent des postes sans vraiment savoir quelle est la grille de salaire aussi au sein de l'entreprise, et pour ça, une réelle transparence aiderait beaucoup à justement la question aussi de la négociation par la suite et de la question aussi de l'égalité femmes-hommes dans l'entreprise qui malheureusement pour l'instant n'est pas encore atteinte déjà. Et on ne peut pas compter que sur la bonne volonté des entreprises, évidemment. Il faut les inciter, notamment avec des questions d'aide publique qui pourraient être modulées en fonction de la qualité du travail en question. Et pour ce qui est des alternants, pareil, revaloriser les grilles légales, mieux encadrer les conditions de travail pour que ce ne soit pas juste une main-d'œuvre à bas coût. Et je voudrais également rappeler que malheureusement en France, on est les champions pour ce qui est de la mort au travail, des accidents de travail, et ça affecte notamment et surtout les jeunes. Et pareil, renforcer notamment la question de la sécurité au travail pour inciter aussi les jeunes à aller vers des métiers dits plus à risque serait intéressant. Merci Marianne. Jonathan pour le Rassemblement national. Écoutez, quand on a 46% de prélèvements obligatoires et que le coût de la vie augmente, les impôts augmentent, vraiment c'est plus possible. Donc effectivement, la question du pouvoir d'achat, c'est comment l'État peut rendre concrètement aux classes populaires, aux classes travailleuses, l'argent qui leur est dû. Donc nous, c'est assez simple. Il faut aussi être pragmatique. Nous avons une crise énergétique, même si le ministre de l'économie a gardé des œillères pendant 2 mois en promettant que jamais le prix du carburant n'augmenterait, ce serait délirant. Comme par hasard, il augmente, c'était absolument évident. Il est temps de faire passer la TVA sur les énergies, toutes les énergies, et aussi l'électricité, de 20% à 5,5%, c'est-à-dire le taux appliqué aux produits de première nécessité. Produits de première nécessité qui sont littéralement des produits vitaux, en fait, tout simplement, et sur lesquels il faudra, à terme, prendre un panier d'une centaine, 200 produits et de supprimer la TVA sur les produits de première nécessité en temps d'inflation et en temps de difficultés économiques majeures comme nous le subissons actuellement. Parce qu'il est absolument insupportable que l'État se gave d'argent via la TVA sur le dos de ceux qui travaillent, sur ceux qui font un plein à 200, 400 euros par mois pour seulement aller travailler et nourrir leurs enfants. C'est absolument insupportable. Après, il y a une vision plus globale à avoir. Nous avons proposé un plan d'économie à l'Assemblée nationale de 35 à 40 milliards d'euros prenables maintenant, parce qu'il y a des gaspillages et plus savoir quoi en faire. 8 milliards sur les agences, sur les 1200 agences délirantes et doublons de l'État. 9 milliards d'euros d'économies sur l'argent gâché et donné à l'Union européenne. 12 milliards d'euros minimum, très facilement, sur le coût de l'immigration et plusieurs milliards également sur le train de vie de l'État, parce qu'il est absolument anormal qu'alors que les Français se serrent la ceinture jour après jour, l'État continue non seulement de se gaver et de bien vivre. Absolument délirant. Donc il y a tout un ménage à faire, non seulement au plus haut strate de l'État, mais aussi dans les collectivités territoriales qui doivent toutes donner le bon exemple et ne pas s'enrichir pendant que les Français s'appauvrissent jour après jour. C'est absolument vital de simplement redonner de l'oxygène aux Français et aux entreprises évidemment. Et ça, ce sera ce que nous ferons entre 2027 et 2032 lorsque nous serons au pouvoir. Rémi, sur cette question justement, est-ce que tu partages ce qui était dit par l'ensemble de tes camarades? Absolument pas. Et moi, je veux revenir sur la démagogie dont ils font preuve. Parce que lorsqu'on parle de pouvoir d'achat, de pouvoir de vivre, je partage aussi l'expression, et puis moi j'aime bien aussi dire de niveau de vie, parce qu'en fait c'est de ça dont il s'agit, c'est est-ce qu'on peut vivre convenablement. Il faut rappeler une évidence. Là, on nous dit qu'on permettra aux jeunes de mieux gagner leur vie en supprimant tout ce qui existe. Alors là, on supprime France Inter, là-bas, on supprime je sais plus quoi. Ici, tout l'audiovisuel public, pas que France Inter. On supprime l'État, et puis comme ça, les gens ils vivront bien. C'est hallucinant. Pourquoi? Parce que juste rappeler un chiffre. Les inégalités au sein de la société, et les jeunes sont souvent les classes sociales les plus touchées par les inégalités, elles sont de 1 à 13 avant toute redistribution. Après la redistribution par l'État, les inégalités passent d'un écart de 1 à 7. Lorsqu'on incorpore les services publics de l'école, de la sécurité, de la justice, ces inégalités, elles passent de 1 à 3. Donc vous nous faites croire en permanence que l'État est un problème, que la dépense publique est un problème, mais cette dépense publique, elle existe pour une raison, résorber les inégalités que la société de marché et que le capitalisme produit en France. Et ça, il faut le dire très simplement. Donc pour les jeunes, avoir un État qui dépense, avoir un État qui investit, avoir un État qui redistribue,
ça permet de mieux gagner sa vie. Et ça, il faut le dire. Tous les arguments qui ont pu être avancés avant, c'est de la démagogie. C'est pointer quelque chose qui coûte quelques millions d'euros alors qu'on parle de milliards. J'ajouterai aussi une chose, puisqu'il y a déjà des solutions qui peut-être ont été évoquées aussi par ma camarade écologiste. Il y a un élément qui est extrêmement important, c'est celui du patrimoine. J'entendais ici le représentant de Reconquête dire qu'il souhaitait rehausser le seuil de non-imposition des héritages à 200 000 euros. Il est aujourd'hui à 100 000 euros, si je ne me trompe pas. Sauf qu'aujourd'hui, il y a 2/3 des Français qui ont un héritage qui équivaut à moins de 30 000 euros. Il y a la moitié des Français qui héritent de moins de 8 000 euros. Donc votre proposition, elle vise à enrichir des gens qui sont déjà riches. Elle vise à donner aux jeunes qui sont des fils à papa, globalement, un super héritage qui en plus ne sera même pas taxé. Donc justement ne fera l'objet d'aucune redistribution. Toutes ces mesures-là, c'est de la démagogie, c'est du mensonge. Et nous, ce qu'on parle Du mensonge par rapport à quoi, pardon? les Un mensonge par rapport à quoi? Dire que vous voulez... 200 000 euros, ça touchera 95% des Français. Oui. C'est faux, puisque comme je viens de vous le dire... Si, de fait, c'est vrai. Vous prenez la chose dans l'autre sens, mais c'est tout à fait vrai. En mettant une franchise de 200 000 euros par enfant, au moment du décès d'un parent ou des deux parents, ça fait que ça touche 95% des Français. Mais pas dans l'héritage direct qu'ils reçoivent. Ça, c'est faux, puisque, en effet, il y a... Mais ça touche ceux qui touchent, oui, ceux qui touchent 30 000 ou 8 000, etc. Ils sont dans cette fourchette des 200 000 euros. Donc ça touche 95% des Français. Oui, très bien. Oui, et donc moi je trouve pas ça normal. Mais du coup, moi, si je travaille toute ma vie et que j'arrive à mettre de côté. Le fait de défiscaliser une plus grande part, ça ne profite qu'aux riches. Puisque, en fait, vous parlez des gens qui sont entre 100 000 et 200 000 euros. Ces gens-là, je pense qu'ils représentent peut-être 2% de la population française. Et ce n'est pas ceux qui sont les plus pauvres. Donc en fait, je pense que ça représente un peu plus. Mais ceux qui ont du patrimoine, de facto, non. Donc en fait, si vous voulez, votre proposition aujourd'hui, elle va créer encore plus d'inégalités. Et pour revenir à la question du pouvoir d'achat des jeunes, nous, ce qu'on pense, c'est justement qu'il faut accroître la fiscalité du patrimoine sur les très grosses fortunes, qu'il faut aussi créer un impôt comme la taxe Zuckman qui permet d'aller chercher des profits qui sont aujourd'hui, qui font l'objet d'une évasion fiscale à l'étranger et qui ne sont du coup pas imposés alors même que tout le reste de la population l'est. Et pourquoi? Pour financer une allocation d'autonomie pour les jeunes qui sera de l'ordre du SMIC, du seuil de pauvreté rehaussé de 10%, et ce qui nous permettra aux jeunes de pouvoir vivre dignement. Et toute cette opération est financée, je vous le rassure. Merci beaucoup. Quentin, s'il vous plaît, et ensuite Louison pour terminer. Rapidement, parce que vous avez beaucoup de temps. Je partage pas mal de ce qui a été dit par Hilaire. Je partage d'autant mieux que le plan d'économie de la dépense publique qui a été présenté est en grande partie inspiré de celui de Nouvelle Énergie, qui est défendu depuis plusieurs années, et qui consiste en 80 milliards d'économies dès la première année, 200 milliards sur 5 ans, sur un quinquennat, et 300 milliards sur 10 ans. Quand on dit réduire la dépense publique, c'est pas augmenter la pauvreté ou détruire les services publics comme je peux l'entendre. On a aujourd'hui le record du monde de la dépense publique, on a le record du monde des prélèvements obligatoires, on a le record du monde de la taxation, de la régulation, et en même temps on a des services publics qui s'effondrent. C'est bien qu'il y a peut-être une causalité, un lien de causalité entre ces deux éléments-là. Donc ce qu'on propose, c'est de baisser massivement les dépenses publiques, et en baissant massivement les dépenses publiques, on pourra baisser massivement les cotisations. Et en baissant massivement les cotisations, on pourra augmenter massivement, on l'espère, les salaires nets et réduire l'écart entre le salaire brut et le salaire net. Puisque un des plus grands problèmes du pays en ce qui concerne le pouvoir d'achat pour les jeunes, mais pour tout le monde, c'est que vous n'avez pas assez de salaire net par rapport au salaire brut. Et que votre employeur, s'il veut vous augmenter, par exemple, de 400 euros, il va devoir augmenter les charges qu'il met dans son salarié de 800 euros. Ensuite, pour un moment plus conjoncturel, on parle beaucoup du pouvoir d'achat par rapport à la crise de l'énergie, par rapport au blocage du détroit d'Ormuz et donc les prix du carburant qui sont très, très élevés. Il faut se rappeler que dans le prix du carburant, alors il y a les variations du prix du baril, mais il y a 60% du prix du litre d'essence qui est dépendant des taxes. Donc évidemment que si on pouvait baisser les taxes, ça baisserait le prix à la pompe pour les consommateurs. Et ce que propose David Lisnard, c'est de geler au moins temporairement les certificats d'économie d'énergie qui coûtent 17 centimes sur un litre d'essence et qui vont au financement de dispositifs de rénovation thermique, de DPE et de toutes sortes de dispositifs qui n'ont pas montré leur efficacité. Et donc ça, on pourrait gagner directement 17 centimes sur le prix à la pompe. Et c'est une proposition tellement pertinente qu'elle a été reprise par Michel-Édouard Leclerc qui,
en tant que distributeur de carburant, c'est aussi de quoi il parle. Mais On a c'est une là que- solution qui est simple, c'est le blocage des prix, sinon. Louison. Bon, pour revenir sur la question de l'emploi des jeunes, parce que c'est la question initiale, moi je constate une chose, c'est que quand on en parle, qu'on parle de vrais problèmes de la vie des jeunes et de la vie des Français dans ce pays, l'extrême droite répond audiovisuel public et immigration. Non mais pardon, vous faites sujet verbe immigration à chaque question. Donc à un moment donné, parlons de la réalité des choses. Parlons de la réalité des choses. Nous, ce qu'on pense, c'est que le salut et la question du pouvoir d'achat des jeunes passe par le travail, passe par l'emploi des jeunes. Et ça passe d'abord par la formation. Ça passe par le développement de l'apprentissage dans ce pays. Le nombre d'apprentis est passé de 150 000 à plus de 700 000 en quelques années grâce à l'action gouvernementale de ces dernières années. Moi, je pense qu'on peut que saluer ça et que la place des jeunes dans la société, elle passera par le travail, par l'intégration par le travail, et un travail qui paye. L'apprentissage, c'est quelque chose qui gratifie beaucoup plus que les stages, et moi, je considère que c'est très bien qu'on ait beaucoup plus d'apprentis. Et puis, développement de la place des jeunes dans les entreprises, et tout ce qui a pu être mené ces dernières années, c'est un constat clair, un résultat clair. Le chômage des jeunes dans ce pays est au plus bas depuis 2 ans, et au plus bas depuis qu'il est évalué, donc depuis les années 70. Et donc ça, c'est le résultat concret de politiques qui marchent sur la formation, une formation professionnelle et la place des jeunes dans le monde de l'emploi. C'est délirant de dire ça quand même, parce que effectivement les jeunes sont au travail dans des travaux extrêmement précaires en fait. C'est ça la vérité du bilan d'Emmanuel Macron. L'alternance, c'est précaire. C'est que les 5 mois, c'est pas que de l'alternance dans l'emploi que vous évoquiez à l'instant. L'alternance c'est une chose, ça a été très bien, mais factuellement dans les 2 millions de jeunes sur la tranche d'âge 16-30 ans qui ont été remis en emploi sous Emmanuel Macron, c'est beaucoup de travail précaire. Dans cette catégorie, la précarité de l'emploi n'a pas augmenté sur les jeunes. Ah, alors littéralement, faut le dire, littéralement, les jeunes en France sont maltraités par la précarité de l'emploi qu'Emmanuel Macron a mis en place déjà quand il était ministre de François Hollande, quand une fois ensuite président de la République, vous avez détricoté tous les acquis sociaux des travailleurs, vous avez littéralement mis, non pas seulement les jeunes, mais aussi les jeunes travailleurs précaires qui ont une nécessité de travailler pour payer leurs études, et vous les avez poussés sous le bus avec des rémunérations scandaleuses, et littéralement, c'est pas aucune aide, parce que les jeunes ne veulent pas être aidés, ils veulent pouvoir se débrouiller, être autonomes. Donc vous venez, après 10 ans de bilan macroniste catastrophique pour la précarité des jeunes et pour juste la pauvreté dans tout ce pays, et vous nous dites non mais en fait j'ai la solution, il faut faire ça. Ça fait 10 ans que vous êtes au pouvoir les gars, ça fait 10 ans que vous êtes au pouvoir, et vos chiffres, vous avez baissé le chômage au prix d'une classe sociale. En fait on pouvait aussi faire baisser le chômage sans forcément pousser tout le monde dans un moins 10 ans et un moins faisant qui fait que les gens s'appauvrissent alors qu'ils travaillent plus. Vous m'avez vérifié parce que c'est factuellement faux. L'emploi des jeunes est au plus bas et la précarité de l'emploi dans la part que vous donnez des 2 millions des plus jeunes qui sont embauchés dans ce pays, elle n'a pas augmenté. C'est factuellement faux. Et je voudrais revenir sur une chose en quelques secondes. C'est que la seule proposition de Marine Le Pen à la dernière élection présidentielle de 2022 sur le pouvoir d'achat des jeunes, c'était la suppression de l'impôt sur les revenus pour les moins de 30 ans. Pas du tout. C'est-à-dire qu'un jeune qui travaille et qui a 2 000 € de salaire net à 25 ans, il doit avoir le même niveau d'imposition qu'Kylian Mbappé. Enfin, pardon, mais c'est pas ça la vision que je me fais du pays. Et je constate encore une fois, et c'est bien ça, on voit que vous êtes mal à l'aise sur les sujets qui parlent vraiment en français, notamment le pouvoir d'achat. Vous parlez d'immigration, ça n'a rien à voir. Que l'extrême droite, c'est des beaux discours, mais quand on creuse un peu les sujets, c'est des propositions absolument démagogues, c'est des propositions qui ne changeront absolument rien et qui, au contraire, aggraveront les problèmes dont on parle. On verra l'année prochaine. La réalité pour l'instant, c'est que ça, c'est des grandes théories. La réalité, c'est qu'il y a 10 ans de macronisme. Et en fait, vous venez comme une forme d'outsider, alors que littéralement, c'est votre bilan. La catastrophe sociale dessus, c'est votre bilan. L'alternance, c'est notre bilan aussi, et on l'assume totalement. On l'assume. Mais non, l'emploi des jeunes. Encore là, vous avez un truc bien en 10 ans, quoi. Et vous avez un truc mal, c'est complètement faux. Sur le plan emploi des jeunes, vous avez un truc, c'est un truc mal. C'est l'impôt sur le revenu de Kylian Mbappé. Enfin, pardon, mais c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes du pays. Complètement faux. Mais aussi, c'est extrêmement factuel. Factuellement faux. Complément de revenu pour les étudiants, complément de revenu pour les apprentis. Qu'a fait Emmanuel Macron ensuite? Il y avait plusieurs propositions. Complément de revenu, c'est pas une aide. Allez relire le programme. On va avancer dans l'émission et on va avancer justement à une autre thématique puisque nous sommes pris par le temps et que dire des fausses choses. Très important bien sûr de parler de citoyenneté et aussi d'avenir de la jeunesse en lien avec la transition écologique. C'est très très important de l'évoquer, de ne pas passer à côté. La citoyenneté d'abord. Il y a une question qui m'inspire en vous écoutant finalement. Comment redonner la confiance aux jeunes envers les institutions et le goût de l'engagement politique? Et j'aimerais que Mazarine débute sur cette question, très générale finalement. Alors, redonner la confiance, ça passe peut-être déjà par le fait de respecter le résultat des élections. En 2024, on rappelle que les jeunes ont voté en majorité pour le nouveau Front populaire à 48%. Et évidemment, après ça, il est compliqué de dire aux jeunes « allez voter » quand on ne respecte pas le résultat du scrutin. Nous, en parallèle à ça, on est également favorable au droit de vote à 16 ans,
Parce qu'à 16 ans, on peut déjà être émancipé de la tutelle de ses parents. Certains jeunes travaillent déjà, cotisent à la sécurité sociale, participent aux élections professionnelles et payent même parfois des impôts. Donc lorsque les jeunes sont en formation, elles et ils élisent des représentants et représentantes du personnel, peuvent militer dans des syndicats ou alors dans leur vie peuvent s'intégrer dans des associations. Donc dans ces différents parcours de vie et d'études, on a des jeunes qui sont confrontés à des responsabilités de vote. Donc nous, à la France Insoumise, nous pensons que d'abaisser le droit de vote à 16 ans pourrait permettre aux jeunes de prendre le droit de participer à des décisions collectives et ainsi de s'engager dans l'ensemble de la société. Marianne Floch, est-ce que vous voulez rebondir à ce que vient de dire Mazarine ou alors apporter quelque chose de différent? Alors, j'ai pas grand-chose pour rebondir parce c'est une proposition qu'on porte historiquement, que ce soit chez les jeunes écologistes ou les écologistes. Par contre, il y a aussi la question de la représentation et je pense que ça, on peut y revenir. Il y a notamment l'Observatoire des inégalités qui a montré qu'en 2022, il y avait seulement 6% des députés qui étaient qui étaient employés ou ouvriers, alors que ça représente presque la moitié de la population active. Et c'est vrai aussi pour la question justement de la jeunesse. Malheureusement, il y a encore trop peu d'élus dans nos institutions, dans nos organisations du coup nationales, que ce soit à l'Assemblée et vraiment au Sénat, qui sont justement jeunes et qui peuvent représenter cette part de la population qui a quand même des difficultés, je pense, particulières. Que ce soit par exemple l'accès au droit, ou par exemple on n'a toujours pas le droit non plus au RSA quand on a moins de 25 ans, ou autre. Donc pour ça, ça peut aussi faire une question de confiance là-dessus. Pour ce qui est de la crise de la confiance et du fait que justement on ne va pas forcément voter, c'est aussi sur la question de l'exemplarité. La plupart de nos élus, et je pense surtout à droite, ont quand même beaucoup de casseroles. Pour autant, ils ne sont pas cuisiniers. Je peux penser à Rachida Dati, qui était candidate du coup pour Paris, qui va bientôt être au tribunal. Dieu merci, elle n'est pas maire en même temps. Il y a aussi la question, évidemment, de l'usage récurrent de procédures totalement antidémocratiques, comme par exemple le 49.3, dont la Macronie était pas mal habituée. En bref, faire mieux, c'est tout simplement faire de la représentation, être démocratique et donner vraiment la parole et la voix aux jeunes. De notre côté, faire mieux, c'est ce que nous tâchons de faire depuis 2022. Et je me permets d'ajouter que la France Insoumise est le groupe le plus jeune à l'Assemblée nationale. Et que c'est pour ça, et c'est dans cette logique-là, et contre le porte-parole que nous nous sommes toujours battus, et nous continuerons à le faire en 2027. Et on a donné notre chance, nous aussi, au Sénat. Pour le coup, on a la plus jeune sénatrice de l'histoire, du coup, Mathilde Olivier, que je salue par ailleurs. Hilaire Bouillet pour Reconquête. Et qu'on salue également. Après, est-ce que être jeune est une qualité en tant que telle? Est-ce que vouloir faire du jeunisme dans les institutions... C'est mieux qu'être gâté pour certains sénateurs aussi. Et là, c'est moi qui parle de ça. Donc, on peut se gargariser d'avoir la plus jeune sénatrice, d'avoir le groupe le plus jeune à l'Assemblée nationale. Nous, on n'a pas de groupe à l'Assemblée nationale parce qu'on n'a pas de députés. Donc, au moins, on est tranquille. On n'a pas besoin de jouer là-dessus. Non, et sur la confiance qu'ont les jeunes dans les partis politiques, déjà envers le président de la République, il y a seulement 22% des Français qui lui font confiance, et encore plus inquiétant pour l'ensemble des partis politiques, on est tous concernés autour de cette table, 10% des Français qui font confiance aux partis politiques. Je pense qu'il faudrait revenir en 2005 avec le référendum sur la Constitution européenne, où les Français ont voté non, ont voté contre, et la voix des Français n'a pas été entendue. Je pense qu'il faut revenir à toutes ces promesses qui n'ont jamais été tenues de nos derniers présidents, sur des projets de référendum, sur 1001 questions. Je pense que tous ici autour de cette table, on doit et peut être d'accord pour se dire que oui, diriger par référendum sur des grands sujets de société est une bonne chose. Je pense notamment à un sujet qui arrive en ce moment à l'Assemblée nationale sur la fin de vie. Je pense qu'il faut un référendum sur l'immigration, qui, quoi qu'on puisse en penser autour de cette table, est un sujet qui préoccupe, avec 67% des Français qui sont contre l'immigration, qui sont pour un arrêt de l'immigration. Je pense que c'est un sujet qui doit être sujet justement à référendum. Un référendum sur l'immigration. Ouais, exactement. Pour ou contre laisser mourir les gens en mer? Pour ou contre l'immigration. C'est pas une question de laisser les gens mourir en mer. Pour ou contre l'immigration. Bah moi je suis contre en tout cas. En fait, il y a un dépôt de projet de loi qui est fait par le gouvernement. Moi je suis contre. Et ensuite, les gens votent sur le projet de loi. Donc en fait, c'est très... En fait, vous êtes déconnecté de la réalité. On peut pas dire pour contre l'immigration et transformer ça en pour contre laisser les gens mourir en mer. Heureusement, les choses sont un peu plus compliquées que ça. Mais pour revenir, ça résulte. Ben oui, parce que si on les, mais c'est toujours le même sujet. Si on les laisse venir, si on ne les bloque pas dans les pays d'accueil, si on ne leur dit pas de faire des demandes de visa dans leur pays d'accueil, ils prendront la mer et ils iront mourir. Ah ben alors, l'Algérie est en guerre. L'Algérie, c'est pas le premier pays. Non, mais très bien. Mais donc, est-ce que tous les pays, est-ce que tout, non, c'est le jeune socialiste qui avait un truc sur l'Algérie et qui voulait me faire parler de l'Algérie. Et aucun problème avec l'Algérie, contrairement à vous. Ah bon, non plus, moi personnellement, je n'ai pas de problème avec l'Algérie. Mais non, donc tous les pays
tous ces pays-là sont en guerre. Non, donc voilà, il ne faut pas tomber tomber là-dedans. Pour revenir sur cette histoire de confiance, donc je pense qu'il faut plus de référendums. Vous avez parlé de cette élection municipale à Paris. On a proposé, avec Sarah Knafo, la liste Une ville heureuse, un référendum pour tout projet dépassant les 10 millions d'euros de budget, un référendum pour que les Français, et les Parisiens, en l'occurrence, puissent choisir. Et donc j'espère que les socialistes qui ont gardé la ville pourront reprendre certaines de ces propositions, notamment sur des référendums, et pour laisser les Parisiens choisir. Ils ont choisi du coup Oui. les socialistes et les écologistes. Eh bien, Et voilà. très très bien, et j'espère que Emmanuel Grégoire écoutera aussi les 10% de Parisiens qui ont voté pour Sarah Knafo, parce que maintenant que Emmanuel Grégoire est élu, il doit écouter tous les Parisiens et diriger Paris avec tous les Parisiens et toutes les sensibilités. Selon son programme, mais il doit quand même savoir écouter, c'est aussi ça, la démocratie. Au deuxième quinquennat, Emmanuel Macron avait promis de faire quelques référendums, de donner la voix au peuple français. Il ne l'a pour l'instant pas fait. Comment l'expliquez-vous? Et comment pour vous on pourrait redonner confiance aux jeunes dans la politique? D'abord, je pense que c'est peut-être la seule chose qui va nous rassembler aujourd'hui. On est tous des jeunes engagés parce qu'on pense tous très profondément que la politique est capable de changer des choses. On a des convictions et les mouvements de jeunesse, et je tiens à les saluer, font énormément sur ça parce qu'ils permettent de structurer cet engagement qui est extrêmement important. Sur la question des référendums et de façon très globale de comment on doit mettre en place la démocratie et comment gouverner. Moi, je ne suis pas fondamentalement persuadé que le problème démocratique il tient dans les référendums aujourd'hui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est en passe de passer d'une démocratie à une vétocratie. Que le jeu des partis politiques, notamment à l'Assemblée nationale, est pas un objectif de faire avancer les choses, mais plutôt de les bloquer. On est un pays qui a une tradition d'un bipartisme. Aujourd'hui, on ne l'a plus. Énormément de pays d'Europe sont capables de faire avancer les choses, de s'entendre sur des compromis. Et je salue qu'on arrive à en faire quelques-uns à l'Assemblée nationale quand même. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. C'est le débat d'idées, c'est la confrontation des idées et se mettre d'accord sur des choses qu'on porte. Et ça, c'est extrêmement important. Donc voilà, moi je pense qu'il y a un vrai enjeu de redonner confiance, pas uniquement en les partis politiques, mais en les institutions. Nous, on porte avec le mouvement des Jeunes en Marche une inscription de la proportionnelle départementale. Je pense que ça peut faire avancer les choses sur le jeu partisan à l'Assemblée nationale. On est aussi assez pour le vote à 16 ans. Mais plus globalement, encore une fois, mais on parle démocratie, engagement citoyen, et encore une fois, c'est sujet vert l'immigration à l'extrême droite. C'est quand même un vrai sujet de tous les problèmes sont ramenés à l'immigration. Et nous, pour avancer et faire d'autres propositions, nous, on prône pas uniquement le référendum. Moi, je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions en matière de démocratie participative. Les conventions citoyennes, par exemple, l'ont été. Et le développement de la démocratie participative au niveau local. Encore faut-il les écouter après. Mais c'est le cas. Si on peut prendre l'exemple de la Convention citoyenne sur le climat, il y a eu 149 propositions. Parti à la poubelle. Il y en a... Ouais. Pardon? Parti à la poubelle, vous n'en avez rien fait. Pardon, c'est factuellement faux. Sur les 149, combien sont mis en place aujourd'hui? La réalité, c'est que 100. vous méprisez depuis 10 ans la contestation sociale. Vous refusez le dialogue social et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, la situation de défiance que nous connaissons s'installe en France. Pardon, mais pour redonner la confiance, je pense que ça part aussi de débattre de choses factuellement vraies. Si on prend la Convention citoyenne sur le climat, il y a eu 149 propositions qui en sont découlées, 3 ont été refusées, 100 sont en place aujourd'hui et le reste est en cours de mise en place. C'est quand même important de parler des chiffres. Bien sûr, mais on parle de comment on gouverne. Moi, je pense que les conventions citoyennes sont un bon exemple, que la démocratie participative à l'échelon local, on en a beaucoup débattu pendant la campagne des élections municipales, est un bon exemple. Et surtout, pour redonner confiance, arrêtons le jeu partisan, parlons politique. Combien de mois de mobilisation sociale sur la réforme des retraites? Mais c'est un d'accord, mais quelle écoute de la part de votre gouvernement? D'accord. Nous, on a été élus en 2022 avec un projet qui portait la réforme des retraites. On peut ne pas être d'accord et c'est fondamentalement le droit en démocratie des syndicats et des partis politiques de s'y opposer. Et du on peuple parle pas français. uniquement des syndicats et des partis politiques, on parle de la majorité des Français qui à l'heure actuelle sont opposés à cette réforme des retraites qui brise la vie de millions de personnes. Pardon, mais moi je le crois pas d'abord. Et surtout, on parle quand même des restes à vivre en bonne santé. C'est quand même 2 ans de vie perdue. On pourra parler retraites, je pense que c'est un vrai sujet. Vous avez voté Macron en 2022? Oui, pour faire barrage avec la droite, je ne regrette pas. Vous avez voté pour la réforme des retraites? Je ne regrette pas d'avoir fait barrage. Qui a fait toute cette casse sociale. Ah, très bien. Mais donc vous avez eu la réforme des retraites? Pour finir, parce que je pense que la question des retraites, on peut faire une parenthèse. Les retraites, et c'est peut-être un seul point, on va se rejoindre ce soir, la question de la dépense publique, elle est immense dans ce pays.
Et les retraites, aujourd'hui, il faut être réformé. On est dans un système social qui date de 1945, on est en 2026. Moi, je pense fondamentalement qu'il faut réformer la question des retraites. Je ne suis pas sûr que la réforme des retraites, aller au bout et soit la bonne solution pour le pays. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et c'est ce qu'on proposera lors de cette campagne présidentielle, une réforme profonde du système de retraite. Mais encore une fois, sur la question où on gouverne, Les Français n'en veulent pas. on peut pas parler de choses fausses sur la Convention citoyenne sur le climat. C'est quelque chose qui a marché et je pense qu'on peut développer cette façon de gouverner. Jonathan Verbeke, pour le Rassemblement national, que pensez-vous de ce débat-là? En fait, en démocratie, le seul souverain, c'est le peuple. Et c'est pour ça que le général de Gaulle avait institué cette république où le président de la République a beaucoup de pouvoir, mais a aussi un devoir qui est celui d'écouter le peuple, que ce soit par la dissolution, ou par le référendum, ou, le cas échéant, par sa démission. Vous avez constaté que Emmanuel Macron a essayé la dissolution, mais il n'en a quasiment rien fait, parce que là, il tient par une espèce de coalition très bizarre entre une partie des socialistes, ou tous les socialistes une fois de temps en temps, une partie des LR, ou tous les LR une fois de temps en temps, et les macronistes. Tous essayent en fait de sauver la gabegie de la fin d'Emmanuel Macron. Ça veut dire juste que pour les législatives de 2024, c'est le nouveau Front Populaire qui est arrivé en tête. Le nouveau Front Populaire a donc accédé. Non, en termes de sièges. Ça montre aussi la défaillance du système du scrutin majoritaire, parce que effectivement, le NFP est arrivé en tête sans majorité absolue. Le RN est arrivé Vous pouvez en tordre les tête. résultats dans tous les sens, nous avons gagné. C'est pas factuel. Vous êtes arrivé en tête au niveau Sans des sièges. majorité absolue. Sans majorité absolue. Nous avons Et nous sommes arrivés en. Oui, mais c'est trop simple, ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de culture parlementaire dans ce pays. En démocratie, normalement, Je veux bien on aussi appelle à finir. gouverner la personne qui arrive en tête. Je pense que là-dessus, on partage normalement une logique assez simple. Moi, je ne vais pas défendre le macronisme, mais en gros, à partir du moment où les LR s'allient aux macronistes, ils avaient plus de sièges que le NFP. C'est tout, mais c'est ce qui se passe dans la plupart des démocraties parlementaires, notamment aux Pays-Bas. Il y a les élections, puis ensuite un jeu de coalition. Ensuite, absolument, ce que je suis en train de te dire. Ensuite, cela dit, au niveau des voix, c'est le Rassemblement national qui est arrivé en tête, et avec 35% des suffrages, 33 au premier tour et près de 40 au second tour, toutes les anciens gouvernements, que ce soit Édouard Philippe ou Jean-Marc Ayrault, ont obtenu des majorités absolues titanesques. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui, mais je pense qu'il y a une réforme du mode de scrutin qui va s'opérer en arrivant à la proportionnelle, pour peut-être soit intégrale, soit dosée. Et il faut évidemment en revenir au référendum, car le général de Gaulle avait bâti ce bel outil dans notre République, qu'est la 5e, et force est de constater que sur tous les référendums qui ont eu lieu en France depuis le début de la 5e République, la moitié ont été organisés par le général de Gaulle. Donc, c'est un peu dégoûtant pour un parti d'extrême droite quand même de faire renouer autant appel au général de Gaulle. Mais après, voilà. Et après quoi? Je suis pas convaincu de la chose. Bah, moi, je suis Vu l'histoire de votre parti, c'est C'est-à-dire peut-être un peu déconnant. Oui. Voilà. On est en 2026, c'est ça? Ouais, c'est pas si loin. Ouais, c'est ce que je me dis. Malheureusement. C'est pas si loin, on a déjà essayé. Et ça approche très vite. Ça approche très vite à l'année prochaine. Donc ça, c'est typiquement aussi pour ça qu'il n'y a pas de débat parlementaire dans ce pays. Là où les Pays-Bas fonctionnent assez bien, où la Suisse à maintes égards, où là, l'extrême droite très méchante gouverne en fait très bien avec les socialistes et les centristes, ici en fait on n'arrive pas à avoir un vrai débat. C'est tout le temps barrage, barrage, barrage. Comment voulez-vous que les gens se disent qu'aller voter c'est important si à chaque fois, à chaque élection, c'est le barrage, le barrage, le barrage? Ben non, votre vote ne sert à rien parce que vous faites que barrage en boucle. Et donc oui, à la fin, tout le monde vote, sauf moi j'ai voté Marine Le Pen en 2 tours, tout le monde va voter pour la fin de la retraite d'Emmanuel Macron. Parce qu'effectivement, ça, je vais pas, pour le coup, je vais aller dans le sens du macronisme. Il y avait une promesse d'Emmanuel Macron en 2022, c'était la fin de la retraite. C'était le seul point sur lequel il était clair. Voilà, vous aviez un choix. Marine Le Pen avait aussi un autre choix de société. Et vous pouvez être en désaccord. Marine Le Pen, elle était pour le RIC. Et nous restons fondamentalement attachés au référendum d'initiative citoyenne et populaire. Le peuple doit pouvoir. Pour faire quoi, des règles sur l'immigration? Mais pas que. Sur la réforme de l'école, sur la réforme de la justice. Oui, sur l'immigration avec un projet de loi concret donné au peuple. Après, on vous a déjà expliqué juste avant, ça ne marche pas. Ça n'a aucun sens de faire un truc pareil. Si ça a du sens, en fait, de donner le pouvoir au peuple. Mais vous avez une peur criante du peuple. Mais vous n'êtes pas un parti. Vous disiez juste avant, ah, vous nous trouvez méchants. Je ne vous pense pas méchant, je vous pense dangereux. C'est dommage, parce que c'est pas non plus le cas. Je peux rétorquer l'inverse, ça ne sert à pas grand-chose dans le débat. On n'avance pas dans le débat. Certains parlent de 6e République, certains de vote blanc. À un moment donné, le souverain, en démocratie, c'est le peuple. Il y a l'élection, il y a le vote, et donc c'est le référendum. Et quand on n'est pas d'accord sur des sujets de société, des sujets économiques, on peut en revenir au peuple. Sur la réforme des retraites dont vous disputiez, nous avons proposé à l'Assemblée nationale une motion référendaire pour que Emmanuel Macron porte à référendum le projet des retraites qui a été refusé, notamment par la France Insoumise et par les grands défenseurs des luttes sociales, qui, dès qu'il faut... Parce que nous serons toujours du côté du peuple. Bah non, littéralement, vous avez voté contre un référendum là-dessus. On vous a beaucoup entendu. Je propose d'écouter Quentin et ensuite on terminera par Rémi, si ça te va. Pour redonner foi en la politique, il faut agir sur 2 choses. Déjà, la défiance qu'ont les Français vis-à-vis des hommes politiques en général et de la politique. Et cette défiance, elle vient à mon avis de plusieurs choses. La première, c'est que depuis une quarantaine d'années, qu'on soit de gauche ou de droite, les partis qui se succèdent au pouvoir prétendent être opposés, mais en fait conduisent les mêmes politiques. C'est-à-dire, ils aggravent la dépense publique, ils aggravent le taux de prélèvement obligatoire, ils aggravent la régulation, qui sont les 3 leviers du déclin. Ce que je disais tout à l'heure, on a le record dans tous ces domaines-là, et pour autant, le pays ne se porte pas mieux. Donc, ce qui nourrit la défiance, c'est qu'on voit toujours des mêmes visages qui
qui monopolisent les places au pouvoir depuis des années, qui vont encore se représenter l'année prochaine, et qui ont eu des résultats invisibles ou très mauvais pour la France. Et ce qui nourrit la défiance aussi, c'est le fait que, en Macronie en particulier, on recase les perdants des élections dans les postes des grandes administrations et des grandes institutions. Je pense au Conseil constitutionnel, je pense à la Cour des comptes. Ce qui fait que dans ces grandes entités de l'État, on a des représentants du Parti socialiste, alors qu'elles représentent 2-3% des sondages. Comment? Ils ne sont pas du Parti socialiste. Richard Ferrand est issu du Parti socialiste. Est issu de Renaissance. Amélie de Montchalin est issue. Après, je vous concède que j'ai une acception assez large du socialisme et que ça ne concerne pas que le Parti socialiste. Oui, mais le Parti On socialiste estime, a son exception qui est celle de la réalité. on estime à Nouvelle Énergie que la plupart des partis qui se présentent aujourd'hui au suffrage des Français sont socialistes dans leur conception de l'État, c'est-à-dire qu'ils veulent davantage d'aide, davantage d'assistanat, davantage de dépenses publiques qui se sont avérées improductives. Et l'autre élément qui, selon moi, nourrit le rejet de la politique ou le fait qu'on n'y croit plus, c'est l'impuissance publique. L'impuissance publique qui se manifeste par des lois, des dispositions qui sont votées, et des résultats qui sont qu'on ne perçoit pas. Par exemple, en 30 ans, on a voté 30 lois sur l'immigration. Alors, je vous rassure, je ne suis pas obsédé par ce sujet, mais c'est quand même particulièrement parlant comme exemple. On a voté 30 lois sur l'immigration. On n'a jamais eu autant d'immigration en France. C'est bien un exemple, une démonstration que plus on poursuit dans le même modèle, le même système, plus on obtient les mêmes résultats. Et donc, quand on obtient les mêmes résultats et qu'on fait toujours des promesses qui sont toujours trahies, forcément, on se coupe du peuple. Rémi Bousmar, pour terminer sur cette question. Moi, je pense que c'est tout à fait du Parti socialiste et des jeunes socialistes. Ce qui détruit la confiance des jeunes dans la politique, c'est parfois d'entendre ce type de discours, encore une fois démagogique, d'arriver avec des solutions qui apparemment sont très simples. Pour répondre à des problèmes, je veux dire, les gens ne sont pas bêtes, ils savent que les problèmes sont compliqués, ils savent qu'on ne peut pas résoudre les choses en un claquement de doigts. Ce qu'ils souhaitent, c'est des gens qui ont de la volonté, de l'engagement et du réalisme. Il faut aussi rappeler que lorsque finalement la démocratie n'est pas respectée en France, par exemple ça a été le cas très récemment avec une proposition de loi concernant le 1er mai, alors les gens ont l'impression que les institutions ne servent à rien. Parce que certains, et en particulier au gouvernement, avec leurs alliés parfois de droite et d'extrême droite, selon les circonstances, s'amusent à jouer avec les institutions. Et donc ils en arrivent, toute la droite rassemblée, avec l'extrême droite, ce qui est honteux, à voter une motion de rejet sur un texte qui avait été proposé par le gouvernement et par ce camp politique. Pourquoi? Parce qu'on joue avec les institutions, on joue avec les procédures. Et ça, les gens, et en particulier les jeunes, n'en peuvent plus. Ce qu'ils veulent, c'est de la sincérité. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a des responsables politiques à droite qui, se sachant minoritaires, souhaitent utiliser des subterfuges pour faire passer des réformes dont personne ne veut dans le pays. Donc aujourd'hui, il faut une alternance. Cette alternance, elle doit se construire à gauche, parce que la réalité, c'est que l'extrême droite, lorsqu'elle accepte la réforme des retraites du gouvernement, cette extrême droite, lorsqu'elle accepte qu'on supprime l'ISF, cette extrême droite qui, en fait, sur le modèle économique, est une extrême droite libérale, alors il n'y a qu'une alternance en France, c'est la gauche. Et pour que les jeunes puissent justement retrouver confiance dans la démocratie, il faut qu'ils puissent avoir la possibilité d'une réelle alternance en France, et c'est ce que nous portons. Une dernière question sur le thème de la citoyenneté. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a remis en place l'année dernière le service national, mais sur la base du volontariat. On a entre 30 et 40 000 jeunes qui ont accepté de le faire. Est-ce que, à titre personnel et au nom de votre parti, vous y seriez favorable? Aujourd'hui, on a un sondage qui estime que 73% des Français y sont favorables. Marianne Floch, pour commencer, est-ce que vous y êtes favorable? Alors, pour ce qui est du SNU de manière générale, et d'autant plus quand il était obligatoire, absolument pas. C'est une réforme quand même qui est extrêmement coûteuse, qui n'était pas demandée par les jeunes et qui ne répond pas à la réalité et aux difficultés qu'ont les jeunes. En fait, c'est pas une question de militariser la jeunesse. Je pense pas que ce soit là, finalement, la solution pour elles et eux. La question, c'est comment on fait pour les émanciper, comment on fait pour qu'ils trouvent vraiment une voie qui leur plaît. Et je pense pas que ce soit résolu par un lever de drapeau ou encore par toutes les dérives qu'il y a eu le SNU. Parce que rappelons-le, quand même, le SNU, c'est aussi des violences sexistes et sexuelles qui ont eu lieu. C'est aussi un manque de formation des personnes qui les ont encadrés. En bref, c'était un désastre.
Nous, ce qu'on souhaite vraiment avec justement les jeunes écologistes et avec les écologistes, c'est trouver un engagement plus citoyen que soit proposé pour la jeunesse. Parce qu'en fait, la jeunesse, elle s'engage déjà. Pas forcément dans nos partis ou dans nos organisations de jeunesse, mais par les associations. Et c'est une vraie revalorisation en fait, de cet engagement qu'on demande, plus que imaginer que faire une levée de drapeau ou alors tout simplement de mettre un truc de petit cheffaillon, ça change quelque chose. Voilà. Très bien. Mazarine Albert, vous êtes un petit peu en retard sur le temps de parole, je vous laisse vous exprimer sur ce sujet. D'accord. Alors nous, à la France Insoumise et chez les Jeunes Insoumis, nous pensons qu'on a effectivement besoin d'un approfondissement de dispositifs qui permettent de créer du lien social. Et quand on parle de dispositifs qui permettent de créer du lien social, on ne parle absolument pas d'une volonté de rétablir le service militaire, donc ce service militaire masculin tel qu'on a pu le connaître, ou d'enrégimenter la jeunesse, mais bel et bien d'offrir des perspectives, que ce soit des perspectives d'insertion ou d'engagement, à la jeunesse. Mais quand on parle de jeunesse, on ne parle pas ici d'enfants de 16 ans, mais on parle bien d'adultes, ce qui permet à la fois l'objection de conscience, mais aussi la rémunération de ces jeunes adultes-là. Donc nous portons un projet de conscription citoyenne qui concernerait 890 000 jeunes, des femmes et des hommes sans casernement obligatoire et qui pourraient être rémunérés au SMIC. Donc cette conscription citoyenne telle que nous la portons pourrait certes intégrer un volet militaire pour celles et ceux qui le souhaitent, mais permettrait surtout de s'organiser autour d'activités citoyennes, d'activités écologiques, d'activités civiques, parce qu'en fait, face aux catastrophes écologiques à venir, nous allons avoir besoin d'effectifs. Nous pensons que cette conscription citoyenne-là permettrait de mettre une partie de la jeunesse au service de la fonction publique civile, tout en étant rémunérée, et de permettre à des jeunes adultes, une fois encore, d'apporter leurs compétences et non pas juste de passer des semaines dans une caserne à faire quelques footings ou à saluer le drapeau. Hilaire, la position de Reconquête justement sur cette question du SNU. Le SNU, toutes les images et tout ce que j'ai pu en voir et en lire, j'ai trouvé ça assez ridicule de tenter de faire un pseudo service militaire, mais dans un entre-deux un peu foireux et qui, à mon avis, n'a pas amené grand-chose. Pour le service militaire en tant que tel, je pense que l'armée française n'a pas les moyens de relancer ce service militaire, n'a pas les moyens d'accueillir, de former et de former donc des jeunes à un service militaire pendant un an et de les former à être militaires, ce qui est un vrai métier. Et je pense qu'il faut concentrer nos moyens dans notre armée qui en a besoin, parce qu'on a une armée aujourd'hui qui est échantillonnaire. Si aujourd'hui on entrait dans une guerre de haute intensité, on tiendrait entre 7 et 10 jours rien qu'en munitions. Et on le voit aujourd'hui avec le monde dans lequel on est, qui est complètement bouleversé. La France a besoin d'avoir une armée forte, crédible et solide, parce que c'est un vrai poids et un vrai argument dans les discussions diplomatiques avec les autres pays. La France a besoin de force, donc a besoin de recruter des militaires, de les former, de les équiper et d'investir dans des équipements, notamment technologiques, notamment dans du spatial, notamment dans de l'intelligence artificielle pour avoir une armée plus moderne et qui peut répondre aux défis qui nous attendent aujourd'hui. Louise Ontier, la position du groupe de la majorité présidentielle, Renaissance. Sur ces sujets, notamment sur la question du SNU, je le redirai, mais il ne s'agit pas de militariser la jeunesse. Le SNU, c'était un outil qui, justement, permettait, comme vous le disiez, de créer du lien social, permettait à la jeunesse de s'émanciper. Moi, je pense que le lien social, comme projet politique, ça doit être quelque chose qu'on peut mettre en place. C'est-à-dire que le SNU permettait à un jeune, moi j'ai grandi dans la Meuse, dans un territoire extrêmement rural, et franchement, on n'est pas beaucoup à être sorti de la Meuse pour avoir fait des études. Et ben, le SNU, ça permettait justement à des jeunes des territoires ruraux, comme chez moi, comme dans la Drôme ou dans l'Ardèche, on en a parlé tout à l'heure, à des jeunes de grandes villes, qu'importe les catégories sociales, qu'importe les dispositions sociales qui leur sont allouées par naissance. Et ben ça, moi je pense que tout ce qui permet aux jeunes de notre pays, aux jeunes de notre société, de pouvoir s'émanciper, eh bien, c'est une bonne chose. Le SNU, pour moi, c'était une bonne chose. Pour la question du service militaire, évidemment, il n'est pas obligatoire et c'est ça qui change tout. Là aussi, si c'est une question qui permet de créer du lien social, de renouer du lien entre la jeunesse et la nation, c'est évidemment une bonne chose. Et pour revenir sur la militarisation, il s'agit aussi de jeunes en gendarmerie, en service de sapeurs-pompiers. Et quand on parle de citoyenneté de la jeunesse, je pense que là aussi, ça va dans le bon sens. Mais dans ces cas-là, pourquoi ne pas miser sur l'école s'il s'agit de renforcer le lien entre la jeunesse et la nation ? Évidemment, on est 100% d'accord.
mais le nombre d'élèves baisse et on supprime beaucoup moins de nombre d'enseignants dans ce pays que Tous les le élèves ne nombre se sont pas d'élèves. retrouvés face à un professeur à la Mais rentrée de et septembre. c'est bien un problème, sauf que Alors pourquoi investir dans un le nombre de service classes militaire? sans professeur à la rentrée scolaire a été divisé par 10 en 5 ans dans ce pays. Moi, je pense que ça va dans le bon sens. Et que, évidemment, On l'école se de la satisfait d'un République... pis-aller de ce Non, mais type-là? évidemment que l'école de la République, elle est centrale dans les liens sociaux. On parlait tout à l'heure de l'apprentissage et de l'emploi des jeunes. Je pense que ça passe par là et je pense qu'on a œuvré énormément sur cela. Moi, je ne parlais pas d'école, je parlais du service national universel. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'école supprime l'ensemble des problèmes ancrés dans la société, pour parler d'ancrage dans la société sur les violences sexistes et sexuelles? Évidemment, là, on doit parler plus de temps long et l'école doit impulser ça, mais c'est un problème beaucoup plus global. L'école aujourd'hui ne met pas en lien tout le monde, l'école ne crée pas assez de liens sociaux et c'est pas son but premier. Et donc, C'est peut-être parce qu'on manque de moyens pour le faire. mais ça n'a aucun Bah, rapport. le SNU, c'était quand même très très cher. Et Oui, par mais ailleurs, le par SNU rapport à la complète l'école, donc 2 les à 3 moyens étaient milliards. là pour le par lien rapport à la social. Moi, mixité tout ce que vous sociale, avez par dit tout rapport à au l'heure, SNU, pardon, les le personnes SNU devaient répond à payer ça. les transports, ce qui ne permet pas quand même à tout le monde d'avoir accès en Alors vrai ça, au c'était SNU. C'était pas pris en charge. C'était une extrême minorité. C'était quand même pas pris en C'est charge. le premier été qui concerne 10% des jeunes. Ça a été mis en place après. Moi, je pense que c'était une évolution positive. Enfin, encore une fois, quand on parle de lien social, de créer de la citoyenneté, c'est des outils qui y répondent. Et c'est en ça que moi, je dénonce la posture des partis politiques qui, par posture politicienne, dénoncent des choses qui sont mises en place On et a qui toujours vont été dans le bon sens. antimilitariste. Rémi Bousmar. Visiblement, les deux ne sont pas faits parce que vu l'état de l'école aujourd'hui, je pense que l'argent qui a été mis dans la SNU, en effet, ferait mieux d'être réorienté vers le service public de l'école parce que le SNU, c'était quand même quelque chose qui coûtait 2 à 3 milliards d'euros, ce qui est particulièrement conséquent pour des résultats particulièrement insuffisants. Lorsque le gouvernement d'Emmanuel Macron a mis en place le SNU, il a mélangé deux choses, deux enjeux, deux sujets sur lesquels il est essentiel de pouvoir travailler et sur lesquels nous devons avancer. Le premier, c'est celui de la cohésion sociale. On nous en croire qu'il y allait avoir un SNU qui allait être mis en place. Emmanuel Macron a voulu faire croire qu'il allait agir pour la cohésion sociale. Il se trouve que c'est faux. Parce qu'en effet, la cohésion sociale est ce qui permet parfois à des jeunes de quitter leur territoire d'origine, de s'extirper de l'assignation à résidence. Ce n'est pas le SNU, c'est l'école. Et donc cette école, il faut réussir à la renforcer. Et il faut la renforcer par une action très simple. Une action que les socialistes avaient déjà essayé de mettre en place, mais peut-être pas avec la bonne méthode. C'est d'incorporer les établissements privés au sein de la carte scolaire publique. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit, avec le SNU, on va mélanger tout le monde, toutes les classes sociales, tous les territoires, mais c'est parce qu'en fait, ce travail-là, il n'est pas fait à l'école. Parce qu'aujourd'hui, à l'école, il y a des ghettos riches et il y a des ghettos pauvres. Donc pour nous, la première étape doit être justement de recréer un véritable service public de l'éducation nationale. Notons d'ailleurs que le gouvernement et les gouvernements qui se sont succédés, avec en tête d'ailleurs Jean-Michel Blanquer lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, ont souvent fait une part belle à l'enseignement privé au détriment de l'enseignement public. Première chose sur l'enjeu de la cohésion sociale. Deuxième élément, celui des capacités militaires de la France, et c'est vrai qu'aujourd'hui en parler n'est pas de trop. Ce qu'il faut, c'est agir sur la réserve. La réserve, aujourd'hui, c'est ce qui permet à des jeunes et à des moins jeunes, à tout habitant en France, de pouvoir donner de ses compétences à l'armée. Pas forcément pour tenir un FAMAS, pas pour aller sur le terrain, mais pour donner des compétences en tout genre. Ça peut être des compétences de soins, ça peut être des compétences techniques, des compétences d'ingénieur, des compétences qui vont permettre à l'armée, qui est une sorte de micro-société, et c'est ainsi même que les responsables des armées la décrivent, d'avoir les moyens de pouvoir se développer, grandir. Et donc la réserve, ça c'est intéressant, parce que ça permet 1 ou 2 jours par mois de donner un peu de son temps et de ses compétences à l'armée. Or, il faut pour cela réussir à créer un lien entre l'armée et la population, ce qui aujourd'hui est insuffisamment le cas, puisque Emmanuel Macron préfère poster des TikTok avec certaines musiques pour montrer que l'armée c'est bien, plutôt que vraiment d'avoir des personnes en face dans les écoles qui permettent de se présenter. Jonathan du Rassemblement National. Jonathan, c'est pas grave. Non, mais historiquement au Rassemblement National, et Jordan Bardella n'a eu de cesse de le rappeler, comme Marine Le Pen depuis longtemps, nous sommes favorables au retour d'un véritable service militaire obligatoire, brassant les classes sociales pour toutes et pour tous. Vis-à-vis du SNU, il est forcé de constater que ça n'a pas été aussi efficient que les promesses que ça avait été promis par le gouvernement. L'idée n'était pas bête de base, et il fallait un moment de test. Le test n'a pas été franchement concluant, mais ça doit pouvoir permettre une rénovation de l'idée du service militaire pour que sur 3, 4, 5, 10 ans, nous puissions trouver un véritable service militaire digne de ce nom, qui ne soit pas pleinement militarisé, parce que ce n'est pas l'objectif de créer des citoyens soldats comme au temps de la Révolution. L'objectif, c'est aussi de créer des citoyens honnêtes, francs, qui redécouvrent aussi quelque chose, qui découvrent aussi les choses. Mais une formation militaire ne fait pas de mal, d'autant plus
d'autant plus dans ces temps extrêmement troubles, où force est de constater que plus les jours avancent, plus le monde se bordélise, et la France est quand même pressentie pour, à un moment ou un autre, si ce n'est jouer un rôle aux yeux du monde, être en capacité de se défendre. Et aujourd'hui, les capacités de l'armée ne sont pas du tout à la hauteur. Tous les rapports parlementaires l'ont démontré année après année. Donc il est temps. Le service militaire ne fait pas tout, comme l'uniforme ne fait pas tout, mais c'est un plus de cohésion sociale, de cohésion nationale, pour permettre à la France de retrouver une partie, si ce n'est sa grandeur. Quentin, pour conclure sur cette thématique. Alors, sur le SNU, je partage un certain nombre de choses qui ont été dites. Je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais il est vrai qu'à écouter ceux qui, en tout cas, le sont, il y a un coût exorbitant pour des résultats peu probants. Nous, à Nouvelle Énergie, on est plutôt favorable à la restauration d'un service militaire, pas comme celui qui existait auparavant, mais une sorte de conscription, puisqu'il y a un enjeu évidemment de défense nationale, qui est de plus en plus pressant et urgent, pour une histoire d'émancipation, de cohésion nationale, d'émancipation individuelle, c'est très important. Et ça se joue aussi à l'école, évidemment, ça a été dit. L'école qui est là pour instruire, pas pour éduquer. L'éducation, c'est du ressort de famille. Quand on est libéral, c'est la conception qu'on se fait des choses. Et qui est là pour instruire en enseignant un certain nombre de fondamentaux, donc la raison critique, les mathématiques, l'histoire géo, la culture générale, etc. Mais tous ces fondamentaux qui constituent le socle commun d'une nation. Ça veut dire que pour faire nation, si on veut se sentir appartenir à la même société, il faut qu'on ait un minimum de références culturelles, de l'apprentissage de la langue en commun. Et pour réussir à redresser l'école, ce qui est quand même un des plus grands enjeux de la décennie, il va falloir là aussi, et que ça se vérifie dans tous les domaines, lutter contre la bureaucratie. Parce que vous avez dans l'éducation nationale plus d'un tiers du personnel qui ne voit jamais un élève et qui sont derrière des bureaux. Donc si vous voulez plus de professeurs, plus dans les élèves, plus de classes ouvertes, il faut moins de bureaucrates. Et ça se vérifie dans tous les domaines, notamment dans le domaine scolaire. Et une dernière chose, en ce qui concerne l'éducation, nous ce qu'on propose, c'est de supprimer la carte scolaire. La carte scolaire, c'est quoi? C'est le dispositif qui impose aux familles, dans les zones urbaines de plus de 20 000 habitants, je crois, de scolariser leurs enfants dans l'établissement qui se situe dans leur aire de résidence. Ce qui fait que quand vous habitez dans un quartier pauvre, vous mettez votre enfant dans une école pauvre, et quand vous habitez dans un quartier riche, dans une école riche. Donc en fait, on alimente, alors qu'on a le mot de mixité et d'égalité à la bouche tout le temps, on alimente les ghettos de riches et les ghettos de pauvres. Et dans les ghettos de pauvres, vous avez forcément des écoles où l'enseignement est de moins bonne qualité. Et c'est aussi ce qui permettra la suppression de la carte scolaire en choisissant où vous voulez scolariser. L'enseignement est de moins bonne qualité dans les écoles de pauvres. J'essaie de terminer mon raisonnement. Vous pouvez préciser? Est-ce que je peux terminer mon raisonnement? L'enseignement... Pour les enseignants qui écoutent. Oui, je pense qu'ils sont en grande partie d'accord avec ce dispositif, contrairement à ce que vous pensez. L'enseignement est de meilleure qualité là où les étudiants, c'est ça la vérité. Là où et donc il faut la créer, la mixité. Mais la mixité, grâce on à la la crée. carte scolaire, parce que sans carte scolaire, ça serait encore pire. La carte scolaire, elle crée des trappes à identité sociale et identitaire. Il faut arrêter de vous avez que des écoles pauvres et que des écoles avec des riches. Les écoles qui sont les moins mixtes en France, les écoles qui sont les moins mixtes en France, ce sont les écoles privées. Celles qui justement sont hors de la carte scolaire. Alors, les écoles privées. Et donc, c'est tout simple. Je voudrais juste terminer là-dessus parce qu'on m'a empêché d'aller au bout. Un minimum de planification par l'État, c'est la carte scolaire. Si vous avez beaucoup de familles pauvres, non catholiques, qui mettent leurs enfants dans des écoles privées catholiques, c'est parce que l'enseignement est souvent plus exigeant. C'est 95% du contrat parce que l'enseignement est souvent plus exigeant. Et donc, si vous laissez aux familles leur choix de scolariser leurs enfants où ils le veulent, ils mettront leurs enfants dans les écoles comme vous l'observez aujourd'hui, avec ce détournement de la carte scolaire, dans les établissements où... Donc on en revient peut-être à la destruction du service public et à la casse méthodique des services publics qui a été je suis d'accord qu'il y a une casse méthodique des services publics. On manque de moyens parce que les moyens sont absorbés par le modèle social et par la bureaucratie. On va devoir passer à la dernière thématique de notre débat. On va pas synthétiser la thématique parce que c'est important d'en parler, mais on est pris par le temps, donc on va faire des questions plutôt générales sur la question de la transition écologique et de l'avenir de la jeunesse. Finalement, une question qui m'est inspirée, quelle place vous comptez donner à l'avenir, chacun dans vos partis respectifs, à la transition écologique? On va commencer par Mazarine. Ouais, alors nous de notre côté, à la France Insoumise et chez les Jeunes Insoumis, on ne va pas tant parler de transition écologique que de bifurcation écologique.
parce qu'en fait, ça implique pour nous une véritable rupture de trajectoire. Nous, on considère qu'on ne peut pas continuer à l'heure actuelle sur la même voie. On ne peut pas s'aménager on ne peut pas aménager et se satisfaire d'un capitalisme vert, mais il nous faut prendre un autre chemin qui soit structurellement différent. Donc là, on est quand même dans une situation où toutes les limites planétaires sont dépassées et où en fait l'heure, elle n'est plus aux petits aménagements. La bifurcation, pour nous, elle implique des choix nécessaires. Elle implique de s'éloigner du modèle productiviste, mais également des énergies fossiles, du capitalisme débridé. Et pour nous, il est urgent d'insérer la règle verte, et je pourrais peut-être y revenir plus tard, dans notre constitution, cette règle verte qui ferait en sorte que nous ne dépassions pas ce que la Terre est en capacité à produire. Et ça, pour nous, ça passe véritablement par la bifurcation écologique, et pas juste par une petite transition qui s'accommode du productivisme tel que nous le connaissons. Marianne Floch, quelle est la position du groupe des jeunes écologistes par rapport à la question de la transition écologique? La question, elle est forcément centrale. Enfin, elle est évidemment corrélée avec les questions sociales parce que, en vrai, faire de l'environnement, on va dire, c'est pas justement faire que les questions soient totalement décorrélées du bien vivre de tout à chacun. On est là aussi pour accompagner. On est là pour accompagner, que ce soit sur les questions de transport, par exemple. L'idée, c'est évidemment de moins de voitures thermiques, c'est évidemment de sortir, par exemple, des énergies fossiles. Ça fait sens. Mais c'est aussi accompagné avec des transports en commun moins chers, avec une réelle évolution notamment des transports du quotidien, avec des petits trains justement qui ont été abandonnés petit à petit par les gouvernements successifs, mais qu'il faudrait remettre en place pour que celles et ceux puissent être réutilisés. Alors, nous, on est très clair aussi, on ne va pas aller vers du capitalisme vert, comme l'a dit la camarade, on est là aussi pour parler de décroissance, parce qu'en effet, on ne peut pas aller vers du toujours plus, alors que, en fait, nos productions et justement, nos réserves sont terminées, sont finies. On ne peut pas aller vers plus 3 degrés, parce qu'en fait, on devra tout remettre en question. C'est surtout ce qui va arriver, donc on va aussi devoir faire du faire avec, en accompagnant les villes et les campagnes sur l'adaptation de leur territoire. On devra accompagner aussi les agriculteurs sur l'adaptation de leur culture, parce qu'ils ne pourront pas garder les mêmes cultures, ou alors il faudra encore plus d'intrants justement pour pouvoir les garder telles quelles. Bref, on va devoir s'adapter et on va devoir vraiment sortir de ce système en réfléchissant justement à cette question de la décroissance qui pour nous est centrale. Louison, pour 2027, quelle place l'écologie devra avoir dans le débat public et notamment chez le groupe Renaissance? Elle est évidemment primordiale, elle est au cœur de notre action depuis maintenant de nombreuses années. Moi, je pense fondamentalement qu'il ne faut pas opposer le développement économique et la lutte pour avoir une grande place dans la transition écologique et énergétique dans notre pays. Il ne faut pas opposer les deux parce que la croissance verte existe, elle est déjà une réalité dans notre pays. Moi, je viens d'un territoire, le nord de la France, où par milliers ont fleuri les emplois dans les usines de batteries électriques, financées grâce aux fonds de l'Union européenne. C'est vertueux, ça permet de développer l'emploi dans une région sinistrée après la fermeture des mines et des territoires industriels. Ça permet de développer toute une industrie qui permet de sortir de la dépendance des prix du pétrole, et on la voit bien frontalement, la nécessité aujourd'hui. Sur ce sujet, la question, elle est évidente. Il faut d'abord œuvrer nos efforts sur la transition énergétique. Et sur cela, il faut écouter les scientifiques, les rapports de la RTE, qui est l'agence publique sur le sujet, qui ont montré que pour électrifier notre pays et sortir des énergies fossiles, il faut un mix énergétique en développant à la fois l'énergie nucléaire et à la fois les énergies renouvelables. Nous sommes les seuls à le proposer depuis de plusieurs années, dès maintenant, depuis plusieurs années, et de poursuivre à le proposer dès l'élection présidentielle qui arrive. La situation, elle est claire. En une phrase, on doit aussi se positionner en européen. Ça ne sert à rien de tout faire en France pour qu'à l'étranger, ce ne soit pas le cas. En Europe, nous proposons les clauses miroirs sur énormément de sujets agricoles. On veut le généraliser pour interdire d'importer en Europe des produits qui ne respectent pas les normes européennes et françaises en matière de production énergétique. Et ça, on peut le faire au niveau européen, il faut un poids pour le faire. Et c'est ce que nous faisons, ce que nous œuvrons à faire au niveau européen. On doit continuer évidemment dans les prochaines années. Jonathan Verbacken, assez rapidement s'il vous plaît sur la question de l'écologie. Oui, très rapidement, parce que c'est une question qu'on prend à bras le corps. Il faut faire un focus très net sur l'énergie nucléaire, parce qu'on est les énergies pseudo-intermittentes, pseudo-renouvelables ne fonctionnent pas actuellement, à part le solaire qui a encore quelques pistes d'amélioration possibles. Il faut vraiment suivre les scientifiques par contre, qui ont vraiment prouvé que c'était possible. Non, l'éolien ne fonctionne pas en France, à part je ne parle pas que de l'éolien. Moi, j'évoque l'éolien là. Moi, je parle du solaire, je mets ça à part.
sur l'éolien, très concrètement, par mettre du béton partout, dégueulasser nos zones rurales ou nos littoraux, ça ne sert absolument à rien. Donc, il faut un focus très clair sur le nucléaire, rattraper, c'est absolument vrai, rattraper notre Après, retard le RN et la que vérité. nous avons du mal, oui, ou la gauche, ça c'est des petites piques sympas. Et François Hollande et Emmanuel Macron. Non, mais c'est défendent- factuellement faux et c'est nier la mais science, c'est pas une question de pic. Mais je peux aussi parler. Là, on est dans un débat, Si on vous essaye voulez. Mais c'est vrai que d'avoir le des GIEC, il y interactions a de quand même des qualité. scientifiques qui ont Bah, enfin, justement, Je ne suis pas là prouvé que pour c'était je veux bien possible. une Je suis là pour rétablir des je veux faits. bien une interaction de qualité, du coup. Là, c'est une belle interaction Mais du de coup, qui qualité. a prouvé que l'éolien, ça marchait C'est pas pas? très intéressant. Ben, regardez juste tous les chiffres. Sur quel Le sur GIEC. quelle étude? Qui a prouvé que c'était possible Non, mais avec notamment l'éolien? Chacun ira vérifier, ce que fait notamment EDF, chacun ira vérifier ce que font les producteurs d'énergie en France, que l'éolien a eu une masse d'investissement financier et économique qui n'est pas à la hauteur des résultats. À l'inverse, très clair du nucléaire, qui a été détruit par François Hollande, dû aux écologistes. C'est vrai que vous allez faire un très beau boulot de destruction du nucléaire. Et il faudra aussi en finir avec le modèle de libre-échange Je vous délirant, laisse conclure très vite. imposé Très vite. par l'Union européenne avec les conquistes des macronistes. Et pour le coup, une rectification rapidement, il n'y a pas d'argent de l'Union européenne. L'argent de l'Union européenne, c'est l'argent des Français qui revient en France. Rémi Bousmar. On peut quand même pas dire ça quand il y a la PAC qui existe. Petit Mais... souci, ça arrive. Si, justement. C'est le souci du direct. Vous allez à du direct. Une bière de différentiel. Non, en fait, moi je pense, c'est important de le rappeler quand même, qu'en 10 ans, Emmanuel Macron a réussi à dégoûter les Français de l'environnement, de l'écologie et de cette attention qu'il nous faut porter à l'évolution du climat. Pourquoi? Parce que ces 10 dernières années, il y a eu des politiques qui ont été mises en place qui n'ont jamais été accompagnées avec des mesures sociales, qui n'ont jamais fait l'objet de financements à la hauteur pour pouvoir être appliquées sans qu'il y ait de souffrance, notamment au sein des classes populaires. On voit qu'en effet, la transition écologique va être quelque chose qui va coûter de l'argent, qui va nous demander de revoir notre système, de le réorienter pour qu'il soit plus vertueux, pour qu'il se base sur les besoins et non pas sur les profits. Et ce système-là, cette réorientation nouvelle qui doit arriver, elle va devoir bien sûr demander un investissement. La question, au final, c'est qui va payer? Qui va payer pour avoir de nouvelles énergies propres? Qui va payer pour que les gens, notamment les classes populaires, puissent acheter des nouvelles voitures électriques pour mieux se déplacer quand ils ne peuvent pas faire autrement? Qui va payer pour que les agriculteurs puissent enfin avoir la possibilité d'être aidés dans leur réorientation vers l'agriculture biologique ou raisonnée? Ces questions-là, elles sont fondamentales et elles traversent toute la question de la transition écologique qu'il faut mener. Ces questions-là, il y a eu deux réponses. La réponse du gouvernement, ça a été d'exonérer les riches de toute participation à cette transition écologique et d'essayer de la faire reposer sur les classes moyennes, les classes populaires qui déjà ont des difficultés parfois à finir les fins de mois. Nous, ce que nous proposons, c'est de réussir à instaurer une fiscalité écologique, c'est-à-dire prendre en compte quelles sont les entreprises qui parfois font des bénéfices de dingue, mais qui ne payent pas les impôts à leur juste mesure pour qu'on puisse justement, grâce à ces profits qui seront récupérés par la puissance publique, aider chacune et chacun à financer à son échelle la transition écologique. Ce sera exactement la même chose avec la rénovation des logements. Des dispositifs ont été mis en place par le gouvernement, mais qui s'avèrent insuffisants parce qu'ils sont sous-financés, parce qu'ils sont trop difficiles d'accès. Donc, en fait, la transition écologique, c'est une question de justice. Hilaire, sur cette question de la transition écologique, justement. Oui, effectivement, je suis assez d'accord avec Jonathan sur le nucléaire. On a la chance en France d'avoir le nucléaire, l'énergie la plus décarbonée du monde, l'énergie la plus propre et l'énergie la moins chère. Je pense qu'il faut se servir de ça. Il faut arrêter l'idéologie qui a fait perdre beaucoup de temps à la France, qui a fait perdre beaucoup d'argent à la France, notamment, comme tu as pu le dire, sous François Hollande. Je pense qu'il faut préserver, consolider nos réacteurs. Et par idéologie, on a perdu du temps qui, aujourd'hui, nous met dedans. Et il faut aussi sortir du marché européen de l'électricité, ce qui fait qu'aujourd'hui, on parlait de justice sociale, les factures pour tout le monde, tous les Français, à tous les niveaux, ont explosé les factures d'électricité. Et donc, il faut sortir de ce marché. On ne peut pas demander aux Français de consommer plus propre, d'investir dans des voitures, dans des scooters électriques, par exemple. Je prends des petits exemples. Et en même temps, avoir des factures qui sont délirantes là-dessus. Après, il y a des propositions qu'on a avec Reconquête et qui sont assez simples. Privilégier les circuits courts, notamment dans les restaurants collectifs, dans les cantines. Aider nos agriculteurs en consommant local. C'est des choses sur lesquelles je pense tout le monde sera d'accord. Et développer l'électrique et l'hydrogène dans les transports en commun, notamment les bus, dans toutes les villes de France.
Mazarine, puis Marianne, et puis on va conclure avec Quentin. Mazarine. Oui, alors en fait, personne ici n'a parlé de mettre en place une écologie punitive. Nous, ce qu'on envisage, c'est de conditionner l'action de l'État. Et j'en ai pas parlé non plus. Si vous parlez d'écologie punitive, en parlant du coût de l'écologie sur les factures, par exemple. Et le coût Je de dis que l'écologie sur les classes l'électricité, populaires. coûte Moi, je cher parle parce de qu'on est dans le marché réorganiser- européen de vous me laissez l'électricité. terminer Bah oui, mais c'est Je vous un- parle de réorganiser l'État des républicains autour d'objectifs écologiques et démocratiques. Je ne vous parle pas de faire peser le poids de la transition et de la bifurcation écologique sur les classes populaires. j'ai pas parlé de ce sujet, donc on est d'accord. Je dis juste que l'électricité, les factures d'électricité ont augmenté. C'est un fait, et donc je dis pas que c'est de l'écologie punitive. Je dis que oui, les Français, certains aimeraient passer par exemple à l'électrique et pour arrêter leur voiture thermique, mais ne le peuvent pas parce que des mauvaises décisions ont été prises et donc ne peuvent pas parce que ça leur coûterait trop cher. Je ne parle pas d'écologie punitive. La question n'est pas Même si celle c'est un de sujet. volonté individuelle, la question est celle d'engager profondément le travail d'État autour de la planification. Sans ça, pas d'écologie. Très bien, on est Marianne. sur le même sujet. Très rapidement, je voulais venir vers ça, justement. Vous avez parlé beaucoup de petits gestes, finalement. Et en fait, l'écologie, on ne le fait pas avec des petits gestes. On ne le fait pas en arrêtant d'avoir des déchets. On ne le fait pas non plus en changeant de voiture. On ne fait pas juste ça de son côté. La question, c'est comment on fait c'est pas un pour... petit geste. Non, pour le mais coup. vous parliez du reste de circuits courts, par exemple, qui en soi ne change pas grand-chose sur l'impact de l'alimentation globale, par exemple, ce genre de choses. En fait, on ne fait pas de l'écologie de cette manière. On fait de l'écologie en investissant vraiment massivement, en faisant en sorte aussi que les entreprises payent. Et nous, c'est ce qu'on proposait, vraiment une taxe pollueur-payeur bien plus importante, qui soit vraiment dissuasive, pour juste une équité, une égalité entre tous, et que ce ne soit pas justement aux plus pauvres, qui déjà ne polluent quasi pas, vu leur pouvoir d'achat, de payer. On va conclure cette thématique avec Quentin, et puis on va passer à la toute dernière rubrique de cette émission. Quentin. Alors l'écologie aujourd'hui telle qu'elle se manifeste, souvent elle est, on l'a dit, punitive, elle est décroissante et elle est inefficace. Puisque comment ça se manifeste? C'est les fameuses ZFE, les zones de forte exclusion comme on les surnomme, c'est-à-dire qu'on empêche d'entrer dans les centres-villes des gens avec leurs voitures, puisque elles sont vieilles, et comme c'est souvent des gens qui ont des voitures polluantes et qui sont aussi pauvres et qui ne peuvent pas s'en racheter de nouvelles, eh ben ils sont de facto exclus des centres-villes. Heureusement, cette disposition est en train d'être supprimée par l'Assemblée nationale. Peut-être que le Conseil constitutionnel, phagocyté par les socialistes, là aussi va faire sauter cette disposition, on le verra dans les prochains jours. Il y a aussi le DPE qui exclut du parc locatif tout un tas de logements avec des critères très maximalistes. Et voilà, donc je pourrais décliner à l'envi les dispositifs des logements indignes, liberticides et qui n'ont aucune incidence sur l'écologie, sur l'environnement. Il n'y a eu aucune étude d'impact qui a démontré l'incidence positive des ZFE ou des DPE, mais on pourra développer. Une phrase de conclusion. C'est difficile de conclure. Alors pour conclure peut-être avec une phrase un peu provocante, et je sais que j'espère que vous allez me laisser développer avant de tomber dessus, et je pense que le capitalisme, c'est le meilleur allié de l'écologie en réalité, puisque c'est grâce aux moyens capitalistiques qu'on peut investir dans des technologies de décarbonation, de dépollution, qu'on a de meilleures voitures moins polluantes et qu'on a les centrales nucléaires. Parce que si on vous avait écouté et qu'on n'avait pas de centrales nucléaires, on ferait de l'énergie avec quoi aujourd'hui? Pas avec les énergies renouvelables, qui fonctionnent par intermittence par définition, mais avec le gaz ou le charbon. Désolé, mais juste Donc les l'écologie, ce n'est le pas avec capitalisme, la hein, faut décroissance. arrêter. Ça a été construit par l'État. Donc justement, ça vient démolir tout ce que vous avez dit depuis le début. Mais vous Elles ont été contre construites le, par vous l'État. étiez, je sais pas Contre si le vous êtes encore nucléaire, aujourd'hui, toi, mais par il y a eu un idéologie. nucléaire pendant très longtemps. Je me trompe. Et encore Ouais, d'ailleurs. le nucléaire, c'est l'énergie dont on va avoir besoin pour un moment. Je pense que c'est pas le débat, et puis sinon, on va pas avoir le temps. Ça avance. Mais l'énergie nucléaire, c'est une Mais par énergie contre, le écologique. technosolutionnisme, c'est Non, pas il non faut plus une l'écrire là-bas. solution. Mais quand vous dites le capitalisme, C'est un c'est la argument solution, puissant. et donc le nucléaire, c'est Non, mais génial, c'est ça montre bien qu'il y a une factuellement incohérence. prouvé aussi qu'on ne peut pas juste continuer à produire plus, continuer à compter juste sur une avancée technologique pour penser résoudre les problèmes environnementaux. C'est exactement ce qui a permis de résoudre les problèmes auxquels on a été confrontés. Il faudra vraiment réfléchir sur notre depuis production l'avènement de la globale. société industrielle, justement. Et on voit bien ce C'est que ça a un débat donné. un peu trop long, je pense. Et on voit bien ce que ça a donné sur les questions de degrés. Je vous propose de terminer cette rubrique sur l'écologie. Avant de se quitter, une dernière rubrique, c'est un petit peu notre classique de l'émission, je vais dire. Ça va être le Fastcam 1 minute. Chaque candidat, tour par tour, vous allez vous dire pourquoi il faut voter pour votre parti et pourquoi vous incarnez au mieux l'avenir pour 2027. Vraiment 1 minute, pas une de plus. Le temps est compté, on a l'horloge devant moi. On va commencer avec Marianne Flops. Ah waouh. C'est top de commencer. Non, alors moi je vais pas directement faire la pub pour mon parti, je vais faire la pub pour la gauche au global. En effet, il faut vraiment une vraie alternance et c'est pour ça que nous, avec les jeunes écologistes et avec les écologistes, on est pour une primaire de la gauche la plus large possible pour donner le choix, pour donner vraiment la possibilité aux Françaises et aux Français d'avoir justement un candidat ou une candidate de gauche à la tête de l'État.
pour ça, continuez à vous engager, que ce soit dans les associations, dans les syndicats et aussi au sein de nos organisations, pour justement donner votre avis, la nourrir, et enfin, donner de la force aussi à la primaire, justement, qui arrive. Quentin, à vous. Alors, je ne voudrais pas m'adresser à la jeunesse en particulier, mais à tous les Français, puisque la jeunesse, par définition, elle passe, et qu'à Nouvelle Énergie, on refuse d'essentialiser les catégories de la population, comme on refuse de s'adresser, comme certains, que aux immigrés, que aux retraités ou que à certaines classes de la population. À Nouvelle Énergie, il y a beaucoup de gens de tous milieux, de la droite traditionnelle, des déçus des Républicains, et même de la gauche républicaine qui refuse d'être vassalisée par l'extrême gauche, qui rejoignent David Lisnard, puisqu'il défend une proposition nouvelle, anti-étatiste, et cette proposition, elle est complètement différente de celle que tous les autres partis politiques, en réalité, proposent pour cette échéance, du RN jusqu'à LFI, puisqu'ils sont tous pour plus de taxes, plus de dépenses, plus de normes, tout ce qui a aggravé la situation de la France depuis des décennies. Ce qu'on propose, c'est une réforme profonde du modèle de l'État, du modèle de l'action publique, une décentralisation, moins de dépenses, moins de taxes, plus de liberté. Merci Quentin. Jonathan. C'est très simple, l'année prochaine, nous allons avoir l'élection présidentielle. Nous allons peut-être pouvoir, enfin, sortir du marasme économique, financier, migratoire et sécuritaire dans lequel la France est ensevelie depuis maintenant 40 à 50 ans. Jordan Bardella et Marine Le Pen portent en eux le projet, soutenu par des millions de Français, la fin de la submersion migratoire, le redressement économique du pays, la préservation de notre souveraineté tant bradée par 10 ans de macronisme. Il est temps d'en finir, il est temps de tourner la page, et cette page est une page d'espoir qu'il ne reste qu'à nous d'écrire. Avec le Rassemblement national, prenons enfin l'avenir de la France. Prenons enfin notre avenir en main. Reprenons l'avenir de la France pour les Français. Dans le vif avec Mazarine. Alors nous, à la France Insoumise, depuis 2017, je pense que les députés insoumis ont été en capacité de montrer qu'il était possible de faire de la politique en respectant ses engagements, de porter des mesures ambitieuses et d'incarner véritablement une politique de gauche de rupture. Nous avons été de tous les combats, de la réforme des retraites à la bataille du budget, en passant par la nationalisation d'ArcelorMittal. Nous avons été de tous les combats et de toutes les luttes sociales. C'est notre mobilisation qui nous a permis de remporter les élections législatives en 2024 et nous nous engageons désormais dans la campagne présidentielle de 2027 pour gagner. Pour gagner, pas par attraction du pouvoir, mais pour changer véritablement la vie des Françaises et des Français qui composent aujourd'hui la nouvelle France telle que nous la comprenons. Hilaire Bouillet pour Reconquête, le mot de la fin. Le mot de la fin, on a eu un débat riche et on a eu un débat entre ceux qui, en effet, veulent plus de taxes, ceux qui veulent taxer encore plus les Français, ceux qui veulent encore plus contraindre les Français, les particuliers ou les entreprises. Et il y a ceux comme chez Reconquête et aussi chez Nouvelle Énergie que je découvre ce soir, partagent certaines positions de foutez la paix aux Français. S'ils veulent entreprendre, s'ils veulent investir, laissez-les faire. Mettez les Français dans un pays libre, évidemment, mais dans un pays en toute sécurité. Il nous faut de la sécurité, il nous faut de la prospérité, il nous faut pour cela arrêter l'immigration, appliquer la loi. On a eu un débat tout à l'heure sur les OQTF et nous demandons, pour commencer avec Reconquête et Éric Zemmour, l'application de la loi. Nous demandons de la liberté pour les Français, pour que la France reste la France. Très bien. Rémi, s'il vous plaît. Merci pour ce débat. Ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que depuis 10 ans, nous vivons dans un pays qui connaît la même majorité. Une majorité qui a voulu se dire et se prétendre à un moment ni de droite ni de gauche, mais qui a fini par appliquer les politiques de droite les plus libérales et les plus autoritaires possibles. Ce que nous disons, c'est qu'il faut tourner la page. Il faut réussir à créer une alternance en France. Cette alternance, elle ne pourra pas être l'alternance de l'extrême droite, du Rassemblement national, qui exclut, qui divise, et qui emmènera la France dans un chaos qui ne sera pas facteur de justice et qui ne sera pas facteur de mieux vivre. Ce qu'il faut, c'est une gauche unie. Marianne l'évoquait tout à l'heure, nous souhaitons l'organisation d'une primaire de la gauche qui puisse faire en sorte de faire naître une dynamique, de laquelle, naturellement, sera issue une personne, mais surtout un programme, un projet d'alternance pour enfin que la justice revienne en France, pour enfin que la liberté soit égale pour tous et pour qu'enfin nous retrouvions un pays fraternel. Et enfin, pour terminer, Louison, pour le groupe Renaissance. Merci beaucoup. La période qui s'ouvre dans les prochains mois de campagne présidentielle est primordiale. Notre pays change extrêmement vite.
Lors de la dernière campagne présidentielle, ChatGPT n'existait pas. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est au cœur de nos vies. Nous vivons en France avec un modèle créé à la résistance en 1945. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il faut tout réformer, tout a changé. Dans le paysage politique français aujourd'hui, il y a deux camps. La gauche, totalement facialisée à la France insoumise, et la droite qui s'allie derrière, la droite la plus extrême, la plus crasse, qui prône le repli sur soi et la division. Face à ça, il y a le camp de l'espoir, le camp de l'Europe, le camp du progrès. Il faut reprendre notre destin en main face au changement du monde. Il faut poursuivre en européen. Il faut porter l'espoir lors de cette campagne présidentielle. Merci Louison, merci à toutes et à tous pour ce débat riche en enseignements, où chacune et chacun, vous avez pu exprimer vos positions, parfois avec pugnacité, mais c'est aussi le but du débat. Merci à l'ensemble de l'équipe technique aussi, que je tiens à souligner ce soir, à la tête d'Augustin. Merci à Kitri, en plateau pour la gestion du temps de parole. Et Blandine également en régie. Merci à toi, chère Blandine. Mon cher Louis. Et je remercie également Loïc d'être venu ce soir, et je remercie également tous les représentants d'avoir accepté, d'avoir joué le jeu, d'avoir défendu avec beaucoup de sérieux, comme l'a dit Loïc, vos différentes positions. Je remercie également Loïc d'avoir co-présenté avec moi, et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission, et merci à tous, chers auditeurs, d'être